Cette femme, afin de sauver le monde, s'est enfermée dans la glace pendant 100 ans car elle portait l'enfant du légendaire héros, le roi Kyle. Cette femme, afin de sauver le monde, s'est enfermée dans la glace pendant 100 ans car elle portait l'enfant du légendaire héros, le roi Kyle, qui avait autrefois vaincu le roi démon. Cependant, craignant que le roi démon ne revienne un jour, ils décidèrent de préserver l'enfant du héros comme mesure de précaution pour le moment où le roi Kyle décéderait peu de temps après que ce garçon ait grandi. Son nom était Kazil, un chevalier en formation rempli de passion et de détermination pour protéger tout le monde. Pour y parvenir, il avait besoin de force. Il s'entraînait chaque jour avec Klaus, un chevalier accompli. Bien que Cassel perde toujours, Klaus lui donnait constamment de précieux conseils en combat. Après l'entraînement, les deux patrouillaient ensemble dans la ville pour vérifier s'il se passait quelque chose d'inhabituel. C'était généralement assez ennuyeux, alors Klaus se plaignit souvent. Juste à ce moment-là, un elfe noir passa près d'eux. L'apparition d'un elfe noir dans la ville était plutôt inhabituelle. En plus de casser les Klaus, les habitants le regardaient également avec suspicion alors que les trois se croisaient. Les citoyens, inquiets que l'elfe puisse lui rapporter le malheur, exigeaient que Cassel et Klaus s'en occupent immédiatement. Cependant, comme ils n'avaient rien fait de mal, ils n'avaient aucune raison d'agir. Voyant que les habitants devenaient agités, Klaus calma rapidement la situation. Il se sépara ensuite de Cassel pour patrouiller seul, tandis que Kazil, lors de sa patrouille, rencontra Frey, une prêtresse qui était aussi son amie. Les deux s'assirent ensemble, se remémorant les vieux temps où eux et Klaus étaient encore à l'orphelinat, attrapant des insectes jusqu'au coucher du soleil et se faisant gronder par les prêtres. Frey se souvint que pendant que elle et Klaus pleuraient de peur, Kazil avait pu s'endormir là, épuisé, ce qui étonnait Klaus pour ses nerfs d'acier. Frey encouragea Cassel, qui se sentait encore peu sûr de lui en tant que simple chevalier en formation. Elle croyait qu'il terminerait bientôt son apprentissage. Cependant, Kazil lui confia un incident récent en ville qu'il n'avait pas pu empêcher. Cependant, au moment où ils baissèrent leur garde, une immense horde de démons les attaqua soudainement. Une bataille intense éclata. Flag fut blessé et peu après, Gran fut également gravement blessé. Klaus ordonna à Gran, le seul encore capable de bouger, de retourner immédiatement au château et de faire rapport de leur découverte. Pendant qu'il restait en arrière pour tenir les démons à distance, il se sacrifia pour s'assurer que l'information vitale puisse atteindre le roi dans la capitale. La nouvelle que l'équipe de reconnaissance était revenue avec un seul survivant provoqua des ondes de choc à la cour. Le survivant était Gran, gravement blessé, qui réussit à peine à rapporter qu'ils avaient rencontré des démons en nombre inconnu avant de s'effondrer. La panique se répandit au sein du conseil royal, alors qu'ils débattaient de l'envoi de renforts. À ce moment-là, Lord Moriam proposa à nouveau d'utiliser Black Edge. Il soutenait que l'envoi de plus de soldats ne mènerait qu'à davantage de meurtres inutiles, et dans une situation aussi désespérée, il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps à cause de la discrimination raciale. Face à une menace imminente, l'opposition perdit progressivement du terrain. Lorsque Cassel apprit que seul Gran était revenu, il fut submergé par le chagrin, comprenant que cela signifiait probablement que Klaus et Flag étaient partis. Frey le trouva noyé dans son chagrin et Cassel décida qu'il devait se rendre dans la forêt royale pour retrouver Klaus. Bien qu'il ne fût qu'un chevalier en formation et qu'il sache à quel point un tel voyage serait dangereux, il cria qu'il ne voulait jamais perdre quelqu'un qu'il aimait à nouveau. Voyant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter, Frey déclara fermement qu'elle irait avec lui, insistant sur le fait que les compétences d'une prêtresse seraient utiles et que Klaus lui avait demandé de veiller sur lui. Rien ne pouvait la dissuader, et ainsi Cassel et Frey quittèrent Orvelia ensemble, commençant leur voyage vers la forêt royale. Ils s'aventurèrent profondément dans les sombres bois et arrivèrent bientôt sur le site où l'équipe de classe avait combattu. Maintenant, seuls les corps des chevaliers restaient, y compris Flag, gisant éparpillés sur le sol. Le cœur de Cassel faillit s'arrêter lorsqu'il vit le bouclier familier de Claz planté dans la terre à côté d'un autre cadavre. Mais en retournant le corps, il réalisa que ce n'était pas Claz, laissant une lueur d'espoir. Accablé par le désespoir, Cassel s'est précipité seul à la recherche de Klaus, ignorant les appels frénétiques de Frey. Quelques instants plus tard, les deux se sont retrouvés entourés par une horde de démons. Cassel s'est lancé dans la bataille, mais la force d'un chevalier en formation n'était rien comparé à la férocité des démons. Au moment le plus critique, une mystérieuse démone est apparue. Elle a facilement écarté Cassel, semblant jouer avec lui, avant de faire une remarque énigmatique sur le fait qu'il ressemblait à quelqu'un qu'elle avait connu autrefois. Cassel et Frey étaient complètement dépassés. Mais juste au moment où la mort semblait inévitable, un groupe de mercenaires est soudainement apparu. C'était nul autre que Black Edge. Dirigés par l'elfe noir Raït, ils ont rapidement et facilement anéanti tous les démons, forçant la mystérieuse démone à se retirer temporairement. Après avoir été secourus, Cassel et Frey se sont présentés et ont exprimé leur gratitude, mais Raït a froidement répondu qu'il n'avait pas l'intention de les sauver. Ils exécutaient simplement une mission d'extermination de démons commandée par Orvelia.
Lorsque Kazel a demandé des nouvelles des membres de l'équipe de reconnaissance, l'un des membres de Black Edge a déclaré sans détour qu'ils étaient tous morts, ce que Kazel a refusé d'accepter. Les mercenaires sont bientôt partis, laissant Kazel et Frey sous le choc et dans le désespoir. Torturé par la culpabilité et l'impuissance, Kazel s'est blâmé d'être trop faible pour protéger qui que ce soit. Frey est resté à ses côtés, utilisant la magie de guérison pour soigner ses blessures mineures. Juste à ce moment-là, deux étrangers sont apparus. Une fille joyeuse qui s'est présentée comme Cléo, une mage, et son compagnon Roy, son garde du corps. Cléo a annoncé avec enthousiasme qu'ils avaient été envoyés par quelqu'un nommé Dominix pour trouver Kazel et Frey. En entendant le nom de Dominix, Kazel et Frey ont réalisé qu'il s'agissait du vieux sorcier qui les avait autrefois visités à l'orphelinat. Cléo a révélé que Dominix n'était autre que le grand sage, et qu'il voulait qu'ils viennent à le tour des sages, un endroit où seul ce choisi pouvait entrer avec un sort magique. Cléo invoqua une grande tour flottant haut dans le ciel. Cassile et Frey étaient émerveillés par la vue magnifique et ensemble avec Cléo et Roy, ils entrèrent dans la tour où ils rencontrèrent à nouveau Dominix. Il avait exactement le même aspect que la dernière fois qu'ils l'avaient vu. Dominix révéla sa véritable identité en tant que grand sage et expliqua qu'il les avait toujours surveillés. Il les conduisit ensuite dans une chambre où ils trouvèrent Klaus, allongé sur un lit, gravement blessé mais heureusement encore en vie. Dominix expliqua que Cléo et Roy avaient découvert une activité démoniaque et s'étaient précipités pour aider, mais ils avaient trouvé Klaus comme le seul survivant. Un moment plus tard, Klaus se réveilla, très surpris de voir Cassile et Frey. Ils échangèrent des histoires sur ce qui s'était passé et Klaus confirma que Gran avait survécu et avait réussi à retourner au château pour faire un rapport. Cassile leur raconta alors sa rencontre avec une démone, mais Klaus insista sur le fait que son équipe n'avait combattu que des démons squelettiques, prouvant que la démone était d'une faction différente. Plus tard, pendant que Klaus se reposait, Cléo et Frey eurent une conversation privée. Cléo partagea qu'elle aussi était orpheline élevée par Dominix, et à travers cela, les deux se lièrent rapidement d'amitié. Ensuite, Frey trouva Cassile assis seul et s'approcha de lui. Il était plongé dans ses pensées. Cassile commença à raconter la tragédie de sa vie, comment sa mère s'était sacrifiée pour le protéger d'une attaque démoniaque il y a longtemps. Ce souvenir le hantait et le poussait à devenir plus fort pour pouvoir protéger ceux qu'il aimait. Pourtant, la dure réalité lui avait fait réaliser à quel point il était encore impuissant. Pendant ce temps, à Orvelia, Black Edge était revenu et se tenait devant la cour royale, apportant avec eux la tête tranchée d'un démon comme preuve. Semant la peur parmi les nobles, Lord Elmeraem saisit l'occasion d'élever son statut, arguant que pour lutter contre les démons, toutes les races devaient s'unir, tout comme le grand roi Kyle l'avait fait il y a 100 ans. Cependant, lors d'une réunion privée plus tard, la véritable nature de Moraem fut révélée. Son idéal était de devenir un roi capable de protéger et d'apporter le bonheur à tous. Bien qu'Ilia s'inquiétât pour son frère, elle était profondément touchée par ses nobles idéaux et promit qu'un jour, lorsqu'il monterait sur le trône, elle utiliserait ses connaissances en technologie magique pour le soutenir. Kyle partagea également ses rêves et ambitions avec Arlette, qui deviendrait plus tard la mère de Casil, une vérité qui stupéfia Frey et Cléo qui écoutaient en secret. Mais leur histoire d'amour ne dura pas longtemps, car le roi et les nobles les forcèrent à se séparer, considérant Arlette comme un obstacle au mariage politique déjà arrangé pour l'héritier du trône. Pourtant, la tragédie ne s'arrêta pas là. Lorsque des démons commencèrent à apparaître, envahissant le monde et dévastant villages et villes, pendant ce temps, le roi Médian Ier, le père de Kyle, décéda soudainement, forçant Kyle à assumer la lourde responsabilité de monter sur le trône. Dès qu'il devint roi, Kyle rassembla l'armée orvélienne et rencontra Lorraine des Elfes et Ayatollah des Orques pour former une alliance contre les démons. Grâce à sa sagesse et à son courage, le roi Kyle gagna la confiance et le soutien de tous. Cependant, les forces démoniaques étaient vastes. Lors d'une bataille, le roi Kyle fut blessé et trouva Arlette dans un abri, où il fut ravi d'apprendre qu'elle portait son enfant, un fils qu'il nommerait Casil. L'enfant à naître donna à roi Kyle une force et une détermination renouvelées pour protéger le monde. Comme pour répondre à son souhait, la déesse de la lumière Lua apparut et accorda au roi Kyle l'épée sacrée Ea, la seule arme capable de détruire le seigneur des ténèbres Angmund. Ainsi qu'une prophétie selon laquelle, lorsqu'un anneau rouge entourerait la lune, le seigneur des ténèbres apparaîtrait. Pendant que le roi Kyle rassemblait ses forces, Ilia se consacra à la recherche en technologie magique, espérant aider son frère, un acte qui serait plus tard déformé par l'histoire comme une tentative de forger une fausse épée sacrée, un acte de blasphème contre la déesse Lua. Dominix expliqua que le jour fatidique, il y a 100 ans, lorsque le soleil de nuit s'aligna avec la lune pour former l'anneau rouge, un sorcier nommé Malduc utilisa une magie interdite pour ouvrir une déchirure spatiale, invoquant le seigneur des ténèbres Angmund.
Avec l'épée sacrée Ea en main, le roi Kyle et ses alliés se mirent en route pour affronter Angmund. Pendant ce temps, Ilia avait terminé ses recherches et se précipita après le roi Kyle. Mais elle fut tuée par des démons en chemin et ne revit jamais son frère. La bataille finale fut d'une férocité inimaginable, et après cela, le roi Kyle et Angmund disparurent, ne laissant derrière eux que l'épée sacrée Ea. Par la suite, l'activité démoniaque commença à diminuer et la paix revint. La tragédie continua lorsque Ilia fut jugé à titre posthume et condamné pour blasphème contre la déesse, entraînant la persécution de tous les elfes noirs d'Orvelia, y compris toute sa famille. L'injustice et la souffrance alimentèrent la haine de personnes comme Raït, qui croyaient que, bien que le passé ne puisse être changé, la dette de sang due par Orvelia devait un jour être remboursée. Après avoir entendu toute l'histoire, Cassile demanda ce qu'il était advenu de sa mère au cours des 100 dernières années. Dominix révéla que, croyant que seuls ceux de la lignée du roi Kyle pouvaient manier l'épée sacrée, et craignant que Malduc ne tente de convoquer à nouveau Angmund après 100 ans, ils décidèrent de plonger Arlette, qui était enceinte de Cassile à l'époque, dans un sommeil magique. Près d'un siècle plus tard, Arlette se réveilla et donna naissance à Cassile. Mais peu après, leur village fut attaqué par des démons et elle perdit la vie. C'est Dominix lui-même qui emmena Cassile dans un orphelinat et veilla secrètement sur lui tout ce temps. Maintenant, alors que le soleil nocturne s'apprêtait à s'aligner à nouveau avec la lune et que l'activité démoniaque croissante signalait le retour du Seigneur des Ténèbres, Cassile, bien qu'encore douteux quant à sa propre identité, résolut qu'il voulait du pouvoir. Il voulait l'épée sacrée pour pouvoir protéger tout le monde. Ainsi, il demanda à Dominix comment l'obtenir, et Dominix lui dit que la première étape était de briser le sceau en se rendant dans la forêt d'Illidora pour rencontrer Loran, le grand sage des elfes et l'un des anciens compagnons du roi Kyle. Comme les Minix ne pouvaient pas piter la tour des sages, il envoya Cléo et Roy, qui avaient entendu toute l'histoire, pour accompagner et soutenir Cassile et Frey. Cléo était ravie, impatiente de quitter enfin ce qu'elle considérait comme une tour ennuyeuse. Cassile alla ensuite dire au revoir à Klaus, qui après avoir entendu toute l'histoire était profondément choqué, mais soutenait la décision de son ami. Il promit de protéger Orvelia pendant leur absence. Enfin, avec la détermination de découvrir la vérité sur lui-même et d'acquérir le pouvoir de protéger ceux qu'il aimait, Cassile se mit en route avec Frey, Cléo et Roy, commençant leur voyage vers la forêt d'Illidora. Avant longtemps, ils arrivèrent à la forêt où Cléo ne put cacher sa déception, s'attendant à visiter un endroit plus excitant. Elle exprima également sans détour son scepticisme quant à la lignée royale de Cassile, ayant du mal à croire qu'un garçon ordinaire comme lui puisse être le fils du légendaire héros-roi. Cependant, Frey croyait qu'ils étaient guidés par la déesse Lua. Alors que leur conversation se poursuivait, une horde de démons apparut soudainement. Roy les vainquit rapidement et habilement, mais une autre vague attaqua immédiatement. Alors que la situation devenait désespérée, une elfe apparut et annihila sans effort tous les démons d'une seule flèche. Cassile et les autres s'approchèrent pour la remercier, et l'elfe se présenta sous le nom de Sélène, envoyée par son maître, le grand sage Loren, pour guider Cassile. Elle leur dit que son maître les attendait, bien qu'elle précisa froidement que ses ordres étaient de guider uniquement Cassile. Cela agaça Cléo, mais ils décidèrent de suivre néanmoins. En entrant dans la forêt, le groupe ressentit immédiatement une atmosphère hostile. Les voix cachées des elfes murmuraient tout autour d'eux, traitant les humains d'êtres corrompus et exigeant qu'ils partent sur le champ. Cléo se mit en colère et voulut les confronter, mais Cassile l'en empêcha, disant qu'en tant qu'étranger, il ne devrait pas causer de problème. Il devait simplement rejoindre rapidement le maître Loren. Cependant, alors qu'ils marchaient, Sélène disparut soudainement, et ils réalisèrent bientôt qu'ils s'étaient égarés dans une impasse. C'est alors que Roy se souvint d'un autre nom pour la forêt d'Illidora, la forêt perdue, où les elfes et les tréants, les anciens êtres arbres, trompaient souvent les intrus pour les égarer. Pendant ce temps, Sélène se retrouva entourée de tréants, qui semblaient la protéger. Sélène expliqua qu'elle comprenait leur méfiance envers les humains. Elle partageait elle-même ce sentiment. Mais c'était le souhait de son maître, Loren. Face à la résistance ferme des tréants, Frey leur demanda doucement de laisser passer le groupe. À ce moment-là, un adorable jeune tréant apparut soudainement et leur fit signe de le suivre. Tout le monde fut surpris, mais ils n'avaient d'autre choix que de les suivre. Ils retrouvèrent bientôt Sélène, qui expliqua que le jeune tréant s'appelait Netcha, et avertit tout le monde de ne pas lui faire de mal. Comme la nuit était tombée, le groupe décida de monter le camp et de se reposer pour la nuit. Cassile surprit tout le monde en mangeant tranquillement un champignon qui avait l'air extrêmement toxique, pour ensuite commenter qu'il avait un goût délicieux. Une amitié spéciale commença alors à se nouer entre Cassale et Netcha, que Cléo surnomma Chibi. Alors qu'ils jouaient ensemble, Cassile apprit à Chibi comment tenir une branche comme une épée.
Et tandis que Selene regardait, elle ne pouvait s'empêcher d'admettre que peut-être Netcha voyait quelque chose en Kazan qu'elle-même ne pouvait pas. Elle commençait à se demander si les humains étaient vraiment aussi malveillants qu'elle l'avait toujours cru. Pendant ce temps, Frey, Cléo et Roy discutaient de Kazal et de l'épée sacrée. Ils débattaient de la différence entre être choisi par le destin comme le roi Kyle et acquérir du pouvoir par ses propres efforts. Ils spéculaient également sur le véritable pouvoir de l'épée sacrée et le retour du seigneur ténébreux Angmund. Cléo souligna que l'épée sacrée et Angmund n'étaient apparus qu'une seule fois dans l'histoire, tandis que Roy suggérait que peut-être les héros d'il y a 100 ans avaient réussi à arrêter le seigneur ténébreux avant qu'il ne puisse entrer pleinement dans leur monde. Ainsi, leur mission était maintenant d'aider Kazal à obtenir l'épée le plus rapidement possible pour se préparer au pire. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, un bruit fort les réveilla. Ils découvrirent qu'un immense arbre tréant avait été pris en possession par un démon vil et était en train de se déchaîner violemment. Selene réalisa qu'un démon à proximité avait profané et corrompu le tréant, le transformant en marionnette. Au milieu du chaos, le démon saisit Chibi. Cléo ne pouvait pas utiliser sa magie de feu, de peur de blesser le petit tréant, laissant le groupe sans défense. Dans un moment de désespoir, alors que Chibi était sur le point d'être écrasé, Kazal essaya de le sauver mais fut lui-même pris par des vignes épineuses. Juste au moment où le monstre s'apprêtait à dévorer Kazal, Chibi lança son arme sur le démon, sauvant Kazal. Mais, furieux, la créature tua Chibi juste devant les yeux de Kazal. Témoin de cela, Kazal craqua. Il se jeta en avant et détruisit le démon. Mais il ne s'arrêta pas là. Submergé par la rage, il continuait à poignarder le cadavre sans vie à plusieurs reprises, sa fureur le consumant, malgré les cris de Frey et des Selene lui ordonnant d'arrêter. « Arrête !» Enfin, il s'effondra d'épuisement. Puis, la voix de Maître Lorraine résonna autour d'eux. Elle avait tout vu et posa une question à Selene. Cassil, avec une telle puissance que l'Éric, méritait-il vraiment d'hériter de l'épée sainte? Le grand sage Lorraine apparut, remerciant Cassil et ses compagnons au nom de la forêt pour avoir purifié Eldora de la corruption du démon. Elle réconforta ensuite Cassil, expliquant le cycle de la vie et que Netche serait bientôt réincarné dans une nouvelle existence. Cassil exprima son désir de briser le sceau de l'épée sainte Ea. Mais Lorraine hésita. Elle expliqua qu'une fois le sceau levé, l'immense pouvoir de l'épée commencerait à s'écouler dans l'air, et elle n'était pas sûre que Cassil soit vraiment digne d'un tel pouvoir, qui pourrait détruire à la fois le corps et l'âme s'il était mal utilisé. Pourtant, Cassil, poussé par le chagrin et sa détermination à protéger ses proches, implora sincèrement pour ce pouvoir, indifférent au risque qu'il représentait pour lui-même. Lorraine leur dit cependant de se reposer pour la nuit, et qu'ils continueraient le lendemain. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit de repos, Frey demanda la permission d'enterrer Netche à un endroit que le petit Tréant avait aimé, et Selene les conduisit à une clairière où ils firent leurs adieux à leur petit ami et offrirent leurs mots d'adieu. Plus tard, dans une conversation privée avec Selene, Lorraine lui demanda son avis sur Cassil, s'il était digne de l'épée sainte. Selene hésita, disant qu'elle ne pouvait pas encore répondre, puisqu'elle ne l'avait connu que pendant un court moment. Puis elle s'en alla. Dehors, cependant, Selene ne pouvait s'empêcher de se demander si Cassil était vraiment digne. À ce moment-là, Selene aperçut Cassil se blâmant encore pour sa propre faiblesse, pour avoir laissé la colère le consumer, pour avoir vaincu le démon par pure chance et pour avoir manié un pouvoir qu'il ne pouvait pas contrôler, un pouvoir qu'il n'avait jamais désiré. Puis, un miracle se produisit. De l'endroit où ils avaient enterré Netche, une petite pousse commença à émerger. C'était la renaissance de Netche, un signe que la vie continue et apporte de l'espoir. Cela renouvela la force de Cassil et renforça sa détermination à devenir plus fort. Le lendemain, Selene donna sa réponse à Lorraine. Bien qu'elle ait d'abord hésité et lutté contre ses préjugés envers les humains, elle finit par admettre qu'elle avait vu quelque chose de différent chez Cassil. Il n'était pas comme les humains égoïstes et cruels qu'elle avait connus, même si elle s'inquiétait toujours de la colère qui l'avait envahi, quand il avait perdu Nedja. Elle croyait que Cassil avait réalisé que cette rage n'était pas la véritable force qu'il recherchait. Par conséquent, elle conclut que Cassil était digne de l'épée sacrée, et elle était certaine que Nedja aurait été d'accord avec elle. Avec le soutien de Selene et la foi de tous en lui, Cassil se tenait à nouveau devant Lorraine. Cléo déclara avec confiance que si quelque chose tournait mal, sa magie s'occuperait de Cassil. Et lorsque Lorraine vit leur unité, elle réalisa que Cassil avait de merveilleux amis, tout comme le roi Kyle en avait autrefois, des compagnons qui se tenaient à ses côtés contre le Seigneur des Ténèbres. Elle expliqua également à Selene que les différences de race n'étaient pas des barrières lorsqu'ils partageaient le même objectif. Puis, avec l'accord de tous, Lorraine commença le rituel. Elle leva une partie du sceau sur l'épée sacrée, et Cassil, le véritable héritier, sentit une vague de pouvoir affluer dans son corps. Bien qu'il n'y ait de changement visible immédiat, Lorraine expliqua qu'il sentirait bientôt la force en lui. Elle révéla également que 2 sceaux restaient encore, l'un détenu par l'ayatollah
leader des orques sur le mont Ogrea, et l'autre par Pavel, dans les montagnes enneigées de Windland. À peine le premier sceau avait-il été brisé que les vers démoniaques se réveillèrent soudainement et attaquèrent à nouveau. Lorraine expliqua que certains démons pouvaient laisser derrière eux des graines leur permettant de régénérer. Cette fois, cependant, Cassil était complètement différent. Avec son pouvoir nouvellement éveillé, il se battit calmement et avec détermination, détruisant finalement le démon, vengeant complètement la mort de Chibi. Avant de partir, Lorraine les bénit, disant qu'elle croyait que Cassil gagnerait le soutien de nombreux alliés et que leur lien le mènerait au succès. Céline admit qu'elle faisait maintenant confiance à Casal et à ses compagnons. Ensemble, le groupe fit ses adieux à la forêt de la Forsalie de Ra et à leur petit ami Chibi. Pendant ce temps, dans la capitale royale, Lord Moriam poursuivait ses intrigues. Exploitant la lâcheté de la cour royale, il poussa l'unité Black Age sur les lignes de front, visant à obtenir des succès pour Raët et à affaiblir les forces des chevaliers, tout cela servant son ambition de saisir le pouvoir. Après avoir quitté la forêt, le groupe de Castle se dirigea vers leur prochaine destination, le mont Ogria. Ils décidèrent de s'arrêter dans des villages et des villes en chemin pour se reposer et rassembler des informations. Au cours de leur voyage, Cléo taquina Cassil, disant que si les choses étaient différentes, il serait un prince. Mais Cassil insista sur le fait qu'il voulait juste être lui-même, un Cassil ordinaire. Cependant, leur voyage fut une fois de plus interrompu lorsque la mystérieuse femme démon apparut. Cette fois, elle venait seule, sans démon, son seul but étant de s'amuser. Une bataille éclata, et lorsque Cassel attaqua, elle sentit le pouvoir de l'épée sainte émaner de lui. Dans un moment de fierté, Cléo lâcha que Casal était le fils du roi Kyle, une révélation qui surprit le démon mais ne l'effraya pas. Elle appela l'épée sainte la malédiction de Lua et demanda à Cassil s'il souhaitait devenir le pantin de la déesse avant de disparaître, laissant Castle perplexe. Dans les jours qui suivirent, le groupe de Cassil continua son voyage vers le mont Ogria, arrivant finalement dans une ville animée. En même temps, Cléo ne pouvait cacher son excitation et planifia immédiatement une visite touristique et une dégustation de nourriture. Argumentant que tout le monde était fatigué et avait besoin d'une pause, elle persuada habilement le groupe qu'il devrait passer toute la journée dans la ville et louer une auberge confortable au lieu de continuer à camper à l'extérieur. Ainsi, le groupe s'immergea rapidement dans l'atmosphère vivante de la ville. Cependant, leur joie fut de courte durée lorsque Cléo dépensa tout l'argent qu'ils avaient, les mettant dans une situation difficile. Ils faisaient maintenant face à la perspective de dormir à nouveau dehors. Ne voulant pas faire cela, Cléo suggéra de trouver un emploi pour gagner de l'argent et l'idée fut rapidement accueillie par tout le monde. Ils ont trouvé un restaurant prêt à les payer et à leur offrir une chambre pour rester. Le groupe s'est rapidement mis au travail, chacun prenant un rôle. Frey serva les clients, Cléo et Roy aidèrent en cuisine, tandis que Castle restait troublé par les paroles de la démone. Il ne comprenait pas pourquoi l'épée sacrée, l'arme que le roi Kyle avait utilisée pour protéger tout le monde, pouvait être qualifiée de malédiction. Pendant ce temps, en cuisine, Cléo, encouragée par les flatteries des autres, a fait un peu de magie pour les divertir. Mais malheureusement, une étincelle s'est échappée et a provoqué un petit incendie. Bien que le feu ait été rapidement éteint, Cléo est devenue profondément bouleversée et rongée par la culpabilité. Cette nuit-là, Roy a révélé que ce n'était pas la première fois que Cléo causait des problèmes. Elle avait déjà fait exploser un bâtiment entier dans la Tour des Sages. Roy a expliqué que Cléo était un génie, mais inexpérimenté dans le monde extérieur, et que Dominix pensait qu'elle devait trouver son propre chemin pour utiliser correctement son potentiel. En entendant l'histoire, Frey restait aux côtés de Cléo pour la réconforter alors qu'elle luttait contre sa culpabilité. Cléo a dit qu'elle ne pouvait pas se souvenir du visage de sa mère, car sa mère était morte quand elle était très jeune. Le seul souvenir qui lui restait était les mots de sa mère disant que plus le pouvoir était grand, plus la tristesse l'était aussi. Frey l'a doucement encouragée, disant que la magie était le lien qui la reliait à sa mère et qu'elle comprendrait la signification de ces mots en continuant à grandir. Le lendemain matin, Frey a découvert que Roy avait disparu, laissant derrière lui seulement une note disant qu'il était parti gagner de l'argent. En même temps, Cléo a trouvé un emploi dans un restaurant en périphérie de la ville appelé la Taverne de Madame Wolf. Le groupe a décidé d'y aller, où ils ont trouvé un vieux restaurant usé se tenant dans une zone désolée parsemée de grosses pierres. Madame Wolf, une femme âgée et quelque peu irritable, leur a immédiatement assigné une montagne de corvées. Avec sa personnalité têtue, Cléo a eu une vive dispute avec Madame Wolf, mais a finalement dû se plier à ses ordres. Après une dure journée de travail, Madame Wolf leur offrit un repas copieux et délicieux et expliquait que son restaurant avait rarement des clients. Lorsque Cléo proposa d'aider avec sa magie du feu, Madame Wolf l'arrêta immédiatement et leur raconta que la Terre avait autrefois été une ville prospère, mais qu'elle avait été incendiée il y a 30 ans pendant la guerre. Sa famille avait également péri dans les flammes et les rochers qu'il voyait étaient en réalité des tombes de fortune.
Elle avertit Cléo qu'elle connaissait bien le pouvoir terrifiant du feu et dit qu'un mage dans le passé avait essayé de les protéger mais avait fini par causer une tragédie encore plus grande. Les mots de Madame Val firent réaliser à Cléo la signification plus profonde des conseils de sa mère, que même une petite erreur pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Juste à ce moment-là, une horde de démons attaqua soudainement le restaurant et le groupe se précipita au combat pour protéger Madame Valf. Cependant, Cléo, hantée par l'histoire de la vieille femme, ne pouvait pas se résoudre à utiliser sa magie du feu. Mais Madame Valf lui cria dessus, disant que le présent comptait plus que le passé et qu'elle devait vivre pour protéger ses amis. Ces mots réveillèrent Cléo. Elle réalisa que sa magie existait pour protéger ce qu'elle aimait. Avec une force nouvelle, elle libéra une immense boule de feu qui réduisit toute la horde de démons en cendres. Après la bataille, Roy réapparut de manière inattendue avec un grand sac d'argent, rendant Cléo à la fois soulagée et furieuse. Après cette expérience douloureuse mais significative, Cléo semblait avoir mûri. Elle comprit enfin que pour protéger tout le monde, elle ne pouvait pas se permettre d'affronter les choses à moitié. Dans la capitale royale d'Orvelia, le groupe de mercenaires Black Edge, dirigé par Wright et soutenu par Lord Moriam, mettait en œuvre son plan de vengeance. Ils avaient réussi à se forger une réputation en exterminant continuellement des démons, et maintenant, ils se rapprochaient de leur objectif ultime, prendre le contrôle de tout le royaume. Pendant ce temps, dans le château royal, la princesse Scarlett, commandante des chevaliers royaux, et le chancelier Bael écoutaient une prophétie troublante de l'astrologue Ophélia. Ophélia avertit que le jour de Li, la déesse des ténèbres, approchait. Et ce jour-là, lorsque le soleil de la nuit s'aligna avec la lune, le seigneur noir Angmund reviendrait pour répandre la terreur à travers le monde. Cette nouvelle accroissait leur anxiété, car Orvelia n'avait plus l'épée sacrée Ea. Le roi Kyle était depuis longtemps parti, et le roi actuel était gravement malade. Pourtant, la princesse Scarlett déclara que les chevaliers d'Orvelia se battraient pour protéger leur royaume. Peu après, Bai organisa une rencontre entre Wright et la princesse Scarlett. Elle exprima sa reconnaissance pour les réalisations de Black Edge et fit une offre, les invitant à rejoindre les rangs des chevaliers et à coopérer lors des prochaines campagnes. Bien que Wright manigançât dans son cœur, il accepta rapidement l'offre. Cela réjouit les membres de Black Edge, qui croyaient que c'était un grand avancement. Cependant, Wright écrasa immédiatement leur enthousiasme, leur rappelant que leur objectif ultime n'était pas un titre vide, mais le renversement d'Orvelia elle-même. Et rejoindre les chevaliers était une occasion en or pour infiltrer et détruire l'ennemi de l'intérieur. Lors de la réunion des chevaliers, le lendemain, la princesse Scarlett présenta officiellement Wright comme un nouvel allié. Une décision qui suscita immédiatement une vive opposition de la part de Zéro, qui avait toujours méprisé les elfes noirs et évoqua les crimes d'Ilia. Cependant, la princesse Scarlett défendit fermement sa décision, affirmant que les péchés d'Ilia n'avaient rien à voir avec Black Edge, et qu'en cette situation désespérée, ils avaient besoin de l'aide de tous. Avec arrogance, Zéro insulta délibérément Wright en l'appelant un sale rat et lui lança un sac de pièces. Mais Wright le lui renvoya et avertit calmement Zéro que, au lieu de s'inquiéter des rats, il devrait se concentrer sur les démons. Une réplique cinglante qui laissa Zéro sans voix. Plus tard dans la réunion, Wright souligna les défauts du système de défense du royaume et proposa des stratégies plus efficaces, renforçant encore sa crédibilité aux yeux de la princesse Scarlett. Pourtant, l'hostilité de Zéro ne s'arrêta pas aux mots. Il alla voir son père et d'autres nobles pour les convaincre de s'opposer à Black Edge. Bien que cela fût infructueux, il refusa d'abandonner. Peu après, alors que Tam était sorti acheter des provisions, un marchand lui offrit du pain gratuitement, en remerciement de leurs actes. Mais ce bref moment de joie fut brisé lorsqu'un groupe de voyous l'attaqua soudainement. Malgré sa fièvre et ses blessures, Tam essaya de se contenir pour éviter un combat majeur. Heureusement, ses camarades arrivèrent à temps pour le sauver. En revenant et en soignant ses blessures, Wright réalisa que les attaquants n'étaient pas aléatoires. Ils étaient liés à Zéro. Avec l'aide de Lord Moriam, Wright enquêta et trouva des preuves de l'implication de Zéro. Il confronta Zéro seul, se tenant devant sa carriole, avec un regard meurtrier. Face à la fureur de Wright, Zéro fut contraint d'admettre sa culpabilité et ne fut épargné que lorsque son père terrifié implora la miséricorde. Wright les avertit de ne jamais poser la main sur ses camarades à nouveau. Après cet incident, la relation entre Black Edge et la cour royale devint de plus en plus compliquée. La princesse Scarlett s'excusa personnellement auprès de Wright pour les actions de Zéro, un acte qui surprit particulièrement les membres de Black Edge, en particulier Tam. Mais Wright leur rappela qu'ils ne pouvaient faire confiance à personne en Orvelia, car ce sont ces mêmes personnes qui étaient responsables des morts de leur famille. Les souvenirs douloureux du passé revinrent à la surface le jour où Wright et sa sœur cadette Ripine furent témoins de la brutalité des Orvélians, ces souvenirs devenant les flammes qui alimentèrent son vœu de vengeance.
Pendant ce temps, dans une terre lointaine, Maldok, celui qui avait invoqué Angmund il y a 100 ans, et la mystérieuse femme démon nommée Maria se préparaient au retour du Seigneur des Ténèbres. Il savait que le jour de Lee approchait, et la mission urgente de Maria était de trouver l'épée sacrée Ea avant que leur plan ne soit mis en œuvre. En même temps, le groupe de Cassil voyageait à travers une région désolée, où une petite dispute éclata entre Cléo et Cassil lorsque Cléo l'accusa de favoriser Frey. Cependant, la tension fut rapidement apaisée par Roy et ils arrivèrent bientôt dans un petit village où ils rencontrèrent une jeune fille au visage triste. Le village était devenu un refuge pour les survivants d'une ville voisine qui avait été attaquée par des démons. Le chef du village, Endel, expliqua leur situation difficile et Frey commença immédiatement à soigner les blessés. Pendant que Cassil et les autres aidaient à reconstruire les maisons, Frey remarqua particulièrement la fille qu'ils avaient rencontrée, Élise, qui ne parlait ni ne souriait et restait perdue dans le silence. Frey réalisa que les blessures de la fille ne pouvaient pas s'être guéries par la magie seule. Par compassion, elle demanda au groupe de les laisser rester dans le village un jour de plus. Une demande égoïste peut-être, mais née de la bonté. Elle passa son temps à jouer avec les enfants, leur apprenant à faire des couronnes de fleurs et à dessiner des images, essayant de ramener un peu de bonheur à ceux dont les cœurs avaient été marqués par la guerre. Au début, Élise resta timide et distante, mais peu à peu, elle fut attirée par la chaleur et la patience de Frey. Un jour, en dessinant, Élise blessa accidentellement un autre enfant en essayant de protéger son propre dessin. Frey la soigna rapidement et remarqua le dessin qu'Élise avait tant voulu défendre. C'étaient des fleurs que sa mère aimait. Puis les souvenirs horribles revinrent en force. Élise se mit à pleurer et confessa que sa mère avait été tuée par des démons. Ces mots brisés révélèrent la profonde douleur cachée dans son cœur. Pour aider Élise à surmonter son chagrin, Frey eut une idée. Ensemble, elles rassemblèrent ces fleurs et les utilisèrent pour préparer un gâteau spécial. Le doux arôme emplit l'air, attirant tout le monde. Et quand ils le goûtèrent, les villageois furent ravis et surpris. Frey encouragea doucement Élise à préparer elle-même un autre gâteau pour tout le monde. Et pour la première fois depuis longtemps, un large sourire fleurit sur le visage d'Élise. Témoin de ce changement miraculeux, le chef du village invita Frey à rester. Une proposition qui mit tout le monde, surtout Cléo, mal à l'aise. Mais ils avaient confiance que Frey ne les abandonnerait jamais. Le jour de leur départ, Élise, terrifiée à l'idée d'être séparée de Frey, l'a piégé en l'amenant dans un abri de stockage et a verrouillé la porte, la suppliant de rester pour toujours. Lorsque Frey a disparu, Cassil et les autres ont commencé à chercher. Cassil a trouvé Élise et avec sa nature douce, l'a persuadée de révéler où Frey était enfermée à l'intérieur de l'abri. Bien que piégée, Frey ne s'est pas mise en colère. Elle comprenait que les actions d'Élise provenaient de la solitude et de la peur. À ce moment-là, un énorme démon a soudainement attaqué Cassil et Élise. Frey, piégée à l'intérieur, ne pouvait qu'observer impuissante Cassil se battre. Déterminée à les protéger, elle a utilisé toute sa force pour briser le mur en bois et a libéré sa magie juste à temps pour protéger Cassil d'un coup fatal. La bataille s'est terminée lorsque Cassil a finalement vaincu le démon. Élise, après avoir été sauvée, a couru pour embrasser Frey. S'excusant en larmes pour ce qu'elle avait fait, Frey lui a gentiment pardonné. Avant de partir, Frey a promis à Élise qu'elle deviendrait une personne forte et qu'elle ferait des gâteaux encore plus délicieux et qu'elle se retrouverait un jour, une promesse qui a rempli le cœur de la fille d'espoir et de joie. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Cléo et Roy ont repris leur pari sur les biscuits et cette fois, Cléo a dû admettre sa défaite. Poursuivant leur chemin, le groupe de Cassil est arrivé dans une ville déserte, un endroit qui avait autrefois été attaqué par des démons. Ils ont immédiatement ressenti une atmosphère étrange et troublante, et les soupçons de Roy ont été confirmés lorsqu'un homme qui semblait être un villageois s'est soudainement transformé en mort-vivant et les a attaqués. Roy l'a rapidement abattu, mais peu après, toute la ville semblait s'animer avec des hordes de morts-vivants surgissant de toutes les directions. Le groupe n'avait d'autre choix que de fuir, et ils ont eu la chance de trouver refuge dans une maison éclairée par des lanternes. L'homme à l'intérieur, nommé Johan, a expliqué que ces morts-vivants étaient autrefois les villageois eux-mêmes. Après avoir été attaqués et tués par des démons, ils étaient revenus en tant que cadavres possédés par un pouvoir sombre, attaquant sans relâche les survivants restants. Johan était le seul survivant, s'étant barricadé chez lui pour survivre. Cependant, lorsque Frey mentionna Élise, la jeune fille qu'ils avaient rencontrée au village de réfugiés, Johan fut profondément ému et confirma qu'Élise était sa fille. Bien qu'il fût ravi d'apprendre qu'elle était toujours en vie, Johan refusa obstinément de quitter la ville pour la retrouver. Une décision qui troubla tout le monde et qui mit particulièrement en colère Cléo. Cette nuit-là, pendant que tout le monde se reposait, Roy expliqua davantage sur les morts vivants.
C'étaient des cadavres contrôlés par une énergie démoniaque, sans âme ni souvenir, et il n'y avait aucun moyen de les sauver. La cruelle vérité brisa le cœur de Frey. Plus tard dans la nuit, Casil entendit Yoann parler doucement dans le sous-sol. Curieux, il regarda en bas et fut horrifié de voir un mort-vivant enchaîné au mur. C'était Lysa, la femme de Yoann et la mère d'Elisa. Casil et Roy confrontèrent Yoann après avoir découvert la vérité, et dans le désespoir, Yoann avoua qu'après l'attaque du démon, Lysa était revenue en tant que morte-vivante. Incapable d'accepter sa mort, il l'avait gardée emprisonnée, prenant soin d'elle comme si elle pouvait se rétablir un jour. Roy dit franchement à Yoann que Lysa était morte et qu'aucun mort-vivant ne pouvait jamais être guéri. Mais Yoann resta aveuglé par son chagrin, insistant sur le fait qu'elle était simplement presque malade et qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Entendant le tourment de Yoann, Casil se souvint de sa propre douleur d'avoir perdu sa mère et cria. Essayant de réveiller Yoann de son illusion, il lui dit qu'Élise, sa fille vivante, avait besoin de lui maintenant et qu'il avait encore une chance de la protéger. Contrairement à Casil, qui avait perdu à jamais sa propre chance. Les mots de Casil transpercèrent le cœur de Yoann, et il commença enfin à réaliser que s'accrocher à de faux espoirs le faisait abandonner la seule famille qui lui restait. Yoann descendit sous le sous-sol et essaya de rappeler à Lysa leur passé avec l'épingle à cheveux qu'elle avait portée le jour de leur mariage. Mais le mort-vivant ne répondit qu'avec une fureur aveugle. À ce moment-là, Yoann fut contraint d'accepter la vérité que la femme devant lui n'était plus la Lysa qu'il aimait. Roy a proposé de mettre fin à ses souffrances, mais Yoann ne pouvait pas s'y résoudre. Le bruit de leur lutte attira bientôt l'attention de tous les morts-vivants de la ville, qui commencèrent à entourer la maison. Une bataille féroce éclata, et le groupe se battit désespérément pour survivre. Lorsque Yoann revit Lysa, la morte vivante, son cœur se brisa complètement. Pourtant, son désir de protéger Élise lui donna la force de prendre sa décision finale. Il mit personnellement fin à la vie de Lysa, libérant son âme et se déchargeant du poids du passé. Lorsque la bataille fut terminée, Casil utilisa son pouvoir pour détruire les morts-vivants restants, déclarant dans l'éclat de la lumière qu'il protégerait tout le monde. Alors que l'aube se levait à nouveau, Élise fut enfin réunie avec son père. Pendant ce temps, dans la ville capitale d'Orvelia, la réputation du groupe de mercenaires Black Edge se renforçait à chaque victoire contre les démons. Les gens les acclamaient désormais comme des héros, un contraste frappant avec les regards froids et méprisants qu'ils recevaient autrefois. Pourtant, derrière ces éloges, les membres de Black Edge, en particulier Wright et sa sœur Rapine, n'oublieraient jamais leur profonde haine. Pour eux, tous les citoyens d'Orvelia étaient des ennemis, et ils souhaitaient secrètement que chacun d'eux périsse. En revanche, Tam avait ses propres préoccupations. Il se rendit dans une confiserie pour retrouver Sheila, la fille qui l'avait aidé à bander ses blessures. En même temps, après avoir terminé sa mission dans la forêt royale, Wright rencontra par hasard Klaas qui était venu le remercier d'avoir sauvé ses deux amis, Casil et Frey. Cependant, Wright nia froidement toute connaissance avec eux, agissant comme s'il ne les avait jamais rencontrés auparavant. Pendant ce temps, au château royal, la princesse Scarlett était profondément inquiète de la santé déclinante de son père. Malgré sa maladie, le roi restait lucide et exprimait ses soupçons sur la loyauté de Black Edge et leurs éventuels liens avec Lord Morahan. Il avertit sa fille de ne pas accorder trop de confiance aux autres, un conseil que Scarlett semblait obéir, mais qu'elle trouvait néanmoins difficile alors que la menace croissante des démons pesait lourdement sur ses épaules. Plus tard, lors d'une conversation privée avec sa fidèle servante Demia, Scarlett révéla sa résolution. Elle prendrait l'épée pour protéger le royaume, tout comme Demia avait juré de devenir son bouclier. Peu après, Scarlett a rencontré Raïd en privé. Elle a admis franchement les lacunes de l'administration royale, en particulier l'obsession des nobles pour leurs propres intérêts tout en négligeant le peuple. Elle a exprimé sa détermination à changer cela. Perspicace comme elle l'était, Scarlett a également remarqué que tant elle que Raïd portaient une armure invisible, chacun cachant son vrai moi. Elle lui a demandé quelle était sa véritable raison de se battre. La réponse de Raïd était vague. Il a dit que tuer des démons était la seule chose qu'il pouvait faire, ne faisant qu'approfondir le mystère qui l'entourait. Ailleurs en ville, Tam a rencontré à nouveau Sheila. Il lui a rendu son mouchoir et l'a invité à partager un repas en signe de gratitude. De cette rencontre, un lien pur et doux a commencé à s'épanouir entre deux personnes de mondes totalement différents. Cependant, les actions de Tam n'ont pas échappé aux autres membres de Black Edge. Azul l'a interrogé sur sa relation avec une fille orvélienne, et Tam, troublé, a tout avoué. Plus tard, Ripin a parlé en privé avec lui. Elle a expliqué que leur objectif était une vengeance révélée et que le bonheur personnel ne pouvait exister dans cette mission. Elle a averti Tam que s'il se mettait un jour en travers du chemin de son frère, elle n'hésiterait pas à le tuer. Bien que ces mots aient été durs, il portait une profonde tristesse, un reflet du passé horrible lorsque sa famille entière a été massacrée par des soldats orvéliens. Ces souvenirs étaient devenus la source de sa détermination inflexible à soutenir la vengeance de son frère.
Plus tard, Tam a rencontré à nouveau Sheila et a décidé de lui dire la vérité sur son passé. La mort de ses parents et de ses frères et sœurs lors d'un massacre commis par des soldats orvéliens, une tragédie qui l'hantait à jamais depuis le jour de sa propre naissance. Il a avoué qu'il y avait un mur invisible entre eux, qui ne pourrait jamais être franchi, puis il est parti, laissant Sheila dans un silence stupéfait. Pendant ce temps, lors d'une réunion d'urgence à la cour royale, il a été décidé d'envoyer une armée pour enquêter sur les plaines de Galois, réputées être l'endroit où le Seigneur des Ténèbres serait ressuscité. Raïd s'est porté volontaire pour que Black Age prenne les devants, une proposition qui a été acceptée mais qui dissimulait une conspiration bien plus grande derrière elle. Ailleurs, le groupe de Cassil est enfin arrivé dans la Vallée Rouge, foyer de la tribu Orc, une terre dite tachée du sang de bataille sans fin, où les cris des morts résonnaient encore à travers les montagnes. Ils ont atteint le mont Agria, appelé la Vallée Rouge, à cause des légendes selon lesquelles son sol avait été éteint en croix moisie par d'innombrables guerres. Là, ils espéraient rencontrer le chef orc Ayatollah, qui possédait l'une des clés de scellement. Mais loin de là, dans un endroit sombre et désolé, le sorcier Malduc, celui qui avait invoqué Angmund il y a 100 ans, se délectait du chaos. Aux côtés de la démone Maria, il attendait avec impatience un nouveau festin de carnage, une danse de mort qu'il avait préparée pour l'humanité insensée. En se remémorant son passé, il se souvenait de ses jours en tant que mage au service de la République de Grey, lorsqu'il s'était plongé dans la magie interdite jusqu'à ce que la mort du roi plonge la nation dans le péril. Il avait réussi à ressusciter le roi sous la forme d'un mort-vivant efféminé qu'elle considérait à la fois grand et divin. Pourtant, au lieu d'être loué, il avait été accueilli avec dégoût et mépris par la princesse Jane et le chevalier Théo, qu'il avait traité de démon et exilé du royaume. Cette humiliation avait planté en lui une haine profonde et brûlante, une haine alimentant son désir de destruction et de vengeance contre le monde entier. De retour avec le groupe de Cassil, alors qu'ils s'aventuraient dans la Vallée Rouge, ils ont rapidement rencontré un sorcier orc nommé Kala et son apprenti Dale, qui luttaient désespérément contre les leurs, des guerriers orcs transformés en morts-vivants. Sans hésiter, le groupe de Cassil s'est précipité à leur secours. Et après avoir vaincu les morts-vivants, ils ont été chaleureusement accueillis par Kala, un sorcier doué du pouvoir de prévoir l'avenir à travers les rêves, qui a révélé qu'il avait prévu l'arrivée d'un héros humain qui apporterait l'espoir au monde. Et il croyait que ce héros était Cassil. Cependant, leur espoir s'est rapidement assombri lorsque Kala a annoncé que le chef orc Ayatollah était mort et que son successeur, le chef Sieg, nourrissait une profonde haine envers les humains. La raison était qu'un sorcier humain aux longs cheveux était un jour venu dans la vallée, après quoi de nombreux orcs avaient mystérieusement disparu et étaient ensuite revenus en tant que morts-vivants, attaquant leur propre tribu. À cause de cela, Sieg avait émis un décret interdisant aux humains de mettre les pieds sur leur terre. Malgré le danger, Cassil a sincèrement plaidé pour obtenir une audience avec Sieg. Et faisant confiance à sa vision prophétique, Kala a accepté de le guider à condition que Cassil y aille seul pour éviter de provoquer des troubles. Alors que Cassil se préparait à affronter le chef Frey, Cléo et Roy restaient en arrière pour attendre. Attendre. Mais à cause de la farce malicieuse de Cléo, qui avait dessiné des graffitis sur une fontaine sacrée, ils furent capturés par d'autres orques. Pendant ce temps, Cassil se retrouva enfin face à face avec le chef Sig, un guerrier orc massif et imposant. Sig doutait de la revendication de Cassil d'être l'héritier de l'épée sainte et exigea une preuve. Il défia Cassil à un duel. Kala tenta d'intervenir, offrant même sa propre vie pour protéger Cassil. Mais Cassil refusa et choisit de se battre. Les deux s'affrontèrent avec férocité, débattant du sens du sacrifice et du leadership. Cassil déclara qu'il protégerait tout le monde, même si cela signifiait utiliser son propre corps comme bouclier. Un idéal naïf mais pur qui fit hésiter Sig un instant. Il admit que Cassil possédait quelque chose de précieux. Quelque chose de plus précieux que la vie elle-même, tout comme les orques. Sig révéla alors un message laissé derrière, que l'héritier de l'épée sainte devait se rendre sur le terrain sacré, le lieu de repos de leurs esprits ancestraux, pour subir une épreuve et récupérer quelque chose de l'intérieur, qui serait la preuve ultime de sa valeur. Mais à cet instant même, les amis de Cassil furent amenés en tant que prisonniers. Et Sig annonça qu'il serait retenu en otage. Si Cassil échouait à l'épreuve du terrain sacré et était jugé indigne par les esprits ancestraux, non seulement lui, mais aussi ses amis seraient exécutés. Face à de telles circonstances désespérées, Cassil n'eut d'autre choix que d'entrer dans le mystérieux terrain sacré, un endroit d'où peu revenaient jamais, pour prouver sa valeur et sauver ses compagnons. Guidé par le sorcier orc Kala, Cassil pénétra dans le terrain sacré, un royaume saint et mystérieux auquel seuls les élus pouvaient accéder. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, Kala expliqua que c'était ici que les sorciers orcs s'entraînaient pour renforcer leur esprit et leur âme, et qu'à l'autel au centre, Cassil ferait face à son épreuve, un test qui mettrait à l'épreuve le cœur même de son être. Pendant ce temps, emprisonnés en tant qu'otages, Frey, Cléo et Roy restaient calmes.
Ils observèrent que les orques semblaient être un peuple pacifique lorsqu'ils n'étaient pas provoqués, et leur conversation se tournait rapidement vers l'épreuve que Casil entreprenait. Roy exprima sa conviction que puisque Passil était le véritable héritier, l'issue était déjà destinée, bien qu'il ne puisse s'empêcher de se demander ce qui se passerait si quelqu'un d'autre entrait dans l'épreuve à sa place. Cependant, leur discussion fut brusquement interrompue lorsque les taquineries de Cléo envers les gardes orques causèrent des ennuis, poussant les gardes à transférer tous les trois à un autre endroit. À ce moment-là, Casil avait atteint l'hôtel central, où les voix mystérieuses des esprits ancestraux résonnaient, exigeant qu'il leur montre son cœur, qu'il soit fort ou faible. Et immédiatement, Casil fut entraîné dans un monde illusoire, un monde né de son désir le plus profond. Là, il se retrouva à vivre une vie paisible et heureuse aux côtés de sa mère décédée depuis longtemps. Chaque matin, il se réveillait à sa voix, partageait le petit déjeuner et profitait de jours tranquilles ensemble. Pourtant, alors que ces jours parfaits et heureux se répétaient encore et encore, un vague sentiment de malaise commença à s'insinuer dans son esprit. Casil sentit que quelque chose n'allait pas, quelque chose de subtil mais profondément significatif. Et dans un moment de clarté, il affronta la douloureuse vérité, criant que sa mère était morte. L'illusion se brisa et l'esprit de sa mère, ou plutôt l'incarnation de l'épreuve, apparut devant lui, essayant de le garder là en promettant une vie éternelle de bonheur. Un monde sans démons, sans l'épée sacrée, sans fardeau ni douleur. Mais même avec son cœur brisé, Casil refusa fermement. Il savait que ses amis l'attendaient et que d'innombrables autres souffraient encore dehors. Il ne pouvait pas se perdre égoïstement dans un doux rêve. Avec un dernier adieu à sa mère bien-aimée, il brisa complètement l'illusion. Après avoir surmonté l'épreuve, l'esprit du chef Ayatollah apparut et félicita Casil d'avoir vaincu sa propre illusion, une illusion destinée à tester les cœurs des mages en leur montrant le monde qu'ils désiraient le plus. Ayatollah expliqua que le cœur humain est fragile et facilement tenté par un bonheur illusoire. Et si le cœur de Casil avait été plus faible, il serait resté piégé là pour toujours. Enfin, l'esprit de l'Ayatollah offrit à Casil un talisman, preuve exigée par le chef Sieg. Cassel émergea alors de la Terre Sainte et retrouva joyeusement ses amis. Il présenta le talisman à Sieg et le chef orc tint sa promesse, réalisant le rituel pour libérer le deuxième sceau de l'épée sainte. Pourtant, même après que les deux sceaux furent enlevés, Casul ne ressentit aucun changement visible de pouvoir, à la grande déception de Cléo. Sieg expliqua que l'épreuve était conçue pour attaquer la partie la plus faible du cœur, et il conseilla à Casil de se souvenir de ce qui s'était passé, de transformer cette faiblesse en force et de devenir un vrai guerrier, comme le grand roi Kyle de l'ancien temps, qui avait toujours combattu en première ligne. Il révéla également qu'au moment venu, lui et la tribu orque combattraient aux côtés de l'héritier de l'épée sainte, tout comme ils avaient jadis été aux côtés du roi Kyle il y a 100 ans. Cependant, leur conversation fut brusquement interrompue par l'arrivée de Malduc, le sorcier aux longs cheveux qui avait transformé les orques en morts-vivants. Ayant ressenti le pouvoir de l'épée sainte, il était venu la revendiquer. La bataille éclata instantanément. Malduc était d'une puissance écrasante, frappant Sieg d'un seul coup. Cassel et son groupe chargèrent, mais leur force ne faisait pas le poids face à lui. Au milieu du chaos, Frey fut gravement blessé par l'une des attaques de Malduc. Témoin de cela, une furieuse montée de pouvoir explosa de l'intérieur de Casil. Il se lança sur Malduc dans une attaque berserk, et même le sorcier fut choqué par la force brute que Cassel déchaîna. Bien que Cassel parvint à repousser Malduc, il ne pouvait pas contrôler le pouvoir qui le traversait, et finit par s'effondrer, inconscient. Après avoir soigné les blessures de Cassel, Frey commença à écrire une lettre à Klaus, tandis que Cassel restait dans un profond sommeil après la féroce bataille. Sa lettre n'était pas seulement un message de préoccupation, mais aussi un récit de leur difficile voyage ensemble, un destin qu'elle croyait avoir été prédestiné pour eux tous. Surtout pour Cassel, celui destiné à porter le fardeau de devenir l'héritier de l'épée sainte. Le flot de souvenirs de Frey commença au moment où ils quittèrent la Tour des Sages, se séparant de Klaus pour se lancer dans une véritable aventure. Leur première destination était la forêt d'Alidora, un endroit à la fois magnifique et périlleux où ils cherchaient à rencontrer le grand sage Lorraine de la tribu Ergique. Là, ils furent guidés par une elfe nommée Sélène. Mais sa méfiance envers les humains égarait le groupe dans les bois labyrinthiques où les esprits et les tréants aimaient jouer des tours, faisant perdre leur chemin aux intrus. Pourtant, c'est précisément là qu'une amitié spéciale fleurit entre Casil et un petit tréant adorable nommé Netcha, que Cléo surnomma affectueusement Chibi. L'innocence et la confiance de Netcha amenèrent Sélène à commencer à remettre en question ses propres préjugés contre les humains. Elle commença à remarquer quelque chose de différent chez Casil, une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cependant, la tragédie frappa lorsqu'un démon vil corrompit un immense tréant et les attaqua. Au milieu du chaos, Chibi fut tué sous les yeux de Casil.
La douleur de perdre son petit ami plongea Cassile dans une rage incontrôlable. Il lança une attaque furieuse, une attaque contre le démon. Voyant cela, Lorraine, qui avait tout observé, commença à hésiter, se demandant si Cassile était vraiment digne du pouvoir de l'épée sainte, un pouvoir capable de détruire à la fois le corps et l'âme s'il était mal utilisé. Mais après avoir été témoin du remords de Cassile et de sa détermination à devenir plus fort de la bonne manière, ainsi que de la renaissance de Netcha en une nouvelle pousse et, surtout, de la foi des Sélènes en lui, réalisant que Cassile ne cherchait pas le pouvoir de colère mais la force de protéger, Lorraine accepta finalement de déverrouiller le premier sceau de l'épée sainte et révéla le chemin vers leur prochaine destination. L'ayatollah des Orcs et Pavel des lointaines montagnes de Winland. Les pensées de Frey dérivèrent alors à travers les routes qu'ils avaient parcourues et les personnes qu'ils avaient rencontrées. Elle se souvint de Lady Valf, une femme qui avait perdu toute sa famille dans un incendie de guerre. Son histoire aida Cléo à comprendre les mots de sa mère que plus le pouvoir est grand, plus la tristesse est profonde, et que sa magie devait être utilisée pour protéger ses amis, et non comme un outil de fierté téméraire. Frey se souvint également d'Élise, la jeune orpheline, qui avait perdu sa mère lors d'une attaque de démons, dont l'âme avait été si profondément marquée qu'elle ne pouvait plus sourire. C'est grâce à la patience et à la chaleur de Frey qu'Élise redécouvrit son rire. Et à travers cela, Frey elle-même apprit à affronter la douleur des autres. La lettre relatant ensuite leur rencontre avec Johan dans une ville envahie par des morts-vivants, où le groupe fut contraint de faire face à une cruelle vérité. Les morts-vivants n'étaient rien d'autre que des cadavres sans vie contrôlés par des démons au-delà de tout salut. Avec sa force et sa détermination inébranlable, Casioul a aidé Johan à se libérer du souvenir tourmentant de sa défunte épouse afin qu'il puisse vivre pour Élise, sa seule fille restante. Enfin, les souvenirs de Frey revinrent aux événements les plus récents au mont Ogrea, où ils firent face à l'hostilité de la tribu orque causée par les actions de Malduc, mais trouvèrent aussi de l'espoir dans la prophétie du chaman Kala. Frey se souvint comment Casil avait courageusement affronté l'épreuve du chef Sig dans la Terre Sainte, où il avait combattu l'illusion d'une vie paisible aux côtés de sa mère décédée, et avec une détermination inébranlable, l'avait surmonté, gagnant la reconnaissance de Sig, qui décélait alors le deuxième sceau. Pourtant, leur joie fut de courte durée lorsque Malduc apparut. Et dans cette bataille féroce, lorsque Frey fut gravement blessé, Casil laissa ses émotions le submerger, libérant une puissance incontrôlable avant de s'effondrer. Bien que les orques loisent déformer Casil comme un véritable héros, le cœur de Frey était lourd de chagrin. Elle se demanda, si un héros protège tout le monde, alors qui protégera le héros? Juste au moment où Frey s'enfonçait davantage dans ses pensées, Cléo apparut à ses côtés, joyeuse et optimiste comme toujours. Elle releva l'esprit de Frey une fois de plus. Elle dit que c'était précisément parce que Casal portait un fardeau si lourd qu'il devait rester à ses côtés pour le soutenir. Et la foi de Cléo en Cassel, en leurs amis et en l'avenir remplit Frey d'une force renouvelée. Frey réalisa que tant qu'elle serait avec ses compagnons, rien n'était impossible. Avec une nouvelle croyance et de l'espoir, elle termina sa lettre promettant à Casil qu'elle ne renoncerait jamais et qu'ils continueraient leur voyage ensemble jusqu'au jour où ils se retrouveraient. Peu de gens savaient que, pendant que Casil dormait encore profondément et que ses amis ravivaient la flamme de l'espoir, dans la ville capitale d'Orvilia, des préparatifs pour une grande expédition vers les plaines de Gallois se déroulaient dans une grande hâte. Au centre de l'attention se tenait nul autre que le groupe de mercenaires Black Edge, qui avaient abandonné leur réputation de paria pour devenir des héros aux yeux du peuple, en particulier des enfants qui les accueillaient chaleureusement. C'était un changement que Wright remarqua cyniquement, ce qui rendrait leur vin meilleur. Pourtant, au fond, lui et ses camarades n'oublièrent jamais leur objectif ultime, obtenir un statut absolu afin que personne ne puisse plus jamais les mépriser. Plus tard, au Château Royal, le groupe Black Age eut une audience officielle avec la princesse Scarlett, la commandante suprême des chevaliers. La réunion commença dans un certain chaos, Hazel agissant de manière irrespectueuse et trop décontractée. Mais Scarlett géra la situation avec grâce, gardant son calme et les saluant avec assurance. Elle déclara qu'au sein des chevaliers, elle n'était pas une princesse, mais une commandante, et qu'elle se joindrait personnellement à eux pour cette expédition. Ensuite, Demia présenta les détails de la mission. Leur cible était les ruines de la République Grise sur les plaines de Gallois, l'endroit même où le seigneur des ténèbres Angmund était apparu il y a 100 ans. Black Age servirait de vanguard. Cependant, l'arrogance des membres de Black Age inquiétait Demia et les autres chevaliers, car ils ne montraient aucune intention de coopérer, souhaitant seulement revendiquer la gloire pour eux-mêmes. Pour résoudre la tension et prouver sa propre capacité, Scarlett lança un défi. Elle demanda à Hazel de s'affronter avec elle devant les spectateurs. Le duel commença. Au début, Hazel était désinvolte et se retint, mais Scarlett démontra rapidement son habileté. Elle esquiva sans effort ses attaques et contre-attaqua avec des frappes précises et décisives, le forçant à se défendre.
Lorsqu'il tenta enfin de frapper sérieusement, Scarlett brisa son épée avec la sienne, mettant fin au combat de manière spectaculaire. Ce faisant, elle prouva sa force et gagna le respect de Black Age, affirmant que c'était le moyen le plus rapide de gagner leur confiance. Pendant ce temps, ailleurs, Lord Moriam exécutait son propre plan. Il convoqua une réunion d'autres nobles, y compris le timide et craintif Lord Schmidt, pour annoncer son projet. Il proposa qu'une fois Black Age revenu triomphant de l'expédition, Raït se voit accorder le titre de noble honoraire. La proposition fut immédiatement accueillie par des objections, mais Moriam les persuada habilement avec des promesses de richesse et de terre, ainsi que la perspective d'avoir Black Age comme leurs protecteurs loyaux. Il révéla même son ambition plus grande, de s'emparer du pouvoir du Premier ministre pendant l'absence de Scarlett, permettant à cette alliance de nobles de contrôler le royaume à leur guise. En même temps, dans le château royal, le Premier ministre Buell tentait de dissuader la princesse Scarlett de se joindre personnellement à l'expédition, mais elle refusait fermement. Elle insistait sur le fait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés en attendant quelque chose qu'il ne possédait pas, l'épée sainte, et qu'il devait prendre sur eux de défendre le royaume. Plus tard, lors d'une conversation avec Klaus qui resterait en arrière pour protéger la capitale, elle entendit parler de Cassil, un chevalier stagiaire qui avait entrepris son propre voyage pour tuer des démons. L'histoire intriguait Scarlett et elle exprima son souhait de rencontrer le jeune chevalier un jour, peu après le début officiel de la grande expédition, alors que les gens acclamaient le départ de Black Age dans la gloire. Et dans cette foule, Shayla observait silencieusement Tam, lui lançant un regard plein d'inquiétude. Pendant ce temps, Maldouk et Maria discutaient également. Après sa rencontre avec Cassil, Malduc avait ressenti le pouvoir de l'épée sainte, mais il ne comprenait pas comment un humain ordinaire pouvait la posséder, et il commençait à douter de l'honnêteté de Maria. Alors que la nuit tombait et que toute l'armée établissait son camp, Raït rassembla ses membres, leur rappelant que leur mission était uniquement d'enquêter. Bien que tout le monde comprenne que c'était leur chance d'atteindre la gloire, de revenir en héros et de réaliser leur plan pour prendre le contrôle du royaume. Pendant ce temps, la princesse Scarlett avait une brève conversation avec Ripin. Elle ressentait un lien de parenté entre deux. Mais Ripin balaya cela froidement, affirmant que quelqu'un comme Scarlett ne pourrait jamais vraiment les comprendre. Finalement, ils arrivèrent aux plaines de Galua, un désert stérile et sans vie où même un animal ne pouvait être trouvé. Au début, l'atmosphère était étrangement calme, même ennuyeuse, et les membres de Black Age commencèrent à plaisanter. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément, un mystérieux cercle magique apparut soudainement sous les pieds de Tam. Avant qu'il ne puisse réagir, il fut instantanément tué. La mort atroce de leurs camarades plongea tout le groupe de Black Age dans le désespoir et la rage. Ils crièrent désespérément, convaincus qu'un démon tapi à proximité était le responsable. Peu après, le démon apparut, nul autre que Maldouk lui-même. La princesse Scarlett et Demia, qui faisaient la garde, ressentirent immédiatement un frisson sinistre. Scarlett ne pouvait pas se défaire de l'inquiétude laissée par sa conversation brève mais énigmatique avec Ripin, dont les mots résonnaient encore dans son esprit. Mais ce silence terrifiant fut brisé lorsque Maldouk apparut de nulle part. Alors que la bataille contre le sorcier noir était sur le point de commencer, Azul, consumé par la douleur et la fureur suite à la mort de Tam, chargea pour attaquer. Mais Maldouk ne fit que sourire de manière malveillante. Puis, à l'horreur de tous, Tam, qu'il croyait mort, se leva soudainement, bloqua la frappe d'Azul et le tua. Pourtant, ce n'était pas une résurrection miraculeuse. Malduc avait transformé Tam en une marionnette morte-vivante, une arme sans âme et impitoyable sous son contrôle. Riant cruellement, il ordonna à Tam d'attaquer ses propres camarades, les forçant à faire un choix insupportable à la fin. Libérer Tam du contrôle de Malduc et protéger les autres. Ripin fut contrainte de mettre personnellement fin à la vie de son ami. Encore une fois. La douleur sur la douleur enflamma la fureur de Black Edge et une bataille sanglante éclata entre eux et Malduc. Cependant, d'un simple geste de la main, il anéantit presque tout le groupe. Ils se battirent désespérément, imprudemment, poussés uniquement par la vengeance. Raït et sa sœur réussirent à se coordonner juste assez pour le poignarder une fois au cœur, mais cela ne fit que l'irriter davantage. Maldouk déchaîna son pouvoir, projetant les frères et sœurs en arrière. À ce moment-là, Maria apparut. Elle remarqua quelque chose d'étrangement familier au sujet du pendentif autour du cou de Raït. Pour empêcher Malduc de tuer les deux frères et sœurs, Maria intervint et juste au moment où l'armée de la princesse arrivait, ils furent contraints de battre en retraite. Pendant ce temps, après près de 15 jours d'inconscience, Cassel se réveilla enfin. Autour de lui se trouvaient ses amis et les orques au grand cœur qui les avaient accueillis. Freuil était constamment à ses côtés, prenant soin de lui, son visage empreint d'inquiétude, tout comme ceux des autres. Pourtant, la première pensée de Cassil en se réveillant fut de continuer son voyage car il savait que Malduc s'était échappé et que le retour du Seigneur des Ténèbres approchait.
Roy et Cléo essayèrent de l'arrêter, expliquant qu'il avait perdu le contrôle de son pouvoir et était tombé dans un état de berserk durant le combat contre Malduc. Cependant, contrairement à leur inquiétude, Dell loua ce pouvoir comme un miracle de la déesse Lua, une force capable d'anéantir le mal et une preuve que Cassile était un véritable héros. Cette différence de perception laissa Cassel encore plus confus. Par la suite, lors d'une conversation privée avec Kayla, Cassile exprima sa peur, craignant que le pouvoir qu'il avait accidentellement libéré puisse nuire aux personnes qu'il voulait protéger. Kayla écouta silencieusement avant de donner son avis. Du point de vue d'un orc, il dit que les orcs valorisaient à la fois la force et l'esprit. Une arme ne pouvait être utilisée correctement que si celui qui la manie possédait un cœur stable. Il croyait que Cassile avait perdu le contrôle parce que son cœur ne pouvait pas gérer l'immense pouvoir de l'épée sainte. Pour surmonter cela, Kola conseilla à Cassel de s'accrocher fermement à ses idéaux, d'utiliser ce pouvoir non pas par haine mais pour protéger les autres. Cette nuit-là, incapable de dormir, Cassile et Froy parlèrent sous le ciel étoilé. Cassile admit que bien qu'il ne se souvienne pas clairement, il avait le sentiment que la colère et la haine l'avaient consumé, une sensation totalement différente de la fureur qu'il avait ressentie lorsqu'il avait perdu Chibi. Cette fois, il s'était complètement perdu. Il réalisa que simplement poursuivre la force ne suffisait pas, s'il laissait son propre cœur le vaincre, il ne serait jamais capable de manier correctement l'épée sainte. C'est l'encouragement sincère de Froy, sa foi en sa détermination, qui aida Cassile à retrouver sa confiance. Elle lui rappela que c'était son obstination et son refus d'abandonner qui lui avaient permis de surmonter chaque épreuve jusqu'à présent. Le lendemain, avec son esprit restauré, le groupe de Cassile se préparait à repartir. Les orques, qui avaient complètement changé d'attitude, les saluaient maintenant comme des héros. Avant leur départ, Carla révéla secrètement à Frey une partie troublante de son rêve prophétique, selon laquelle, sur le chemin de la guerre, Cassel disparaîtrait. Cependant, il la rassura en lui disant qu'un rêve prophétique n'était pas un destin immuable, mais un avertissement. Et il croyait que Frey, qui était toujours aux côtés de Cassel, serait la clé pour changer cet avenir. Poursuivant leur voyage vers les montagnes enneigées de Wenland, le groupe de Cassile traversa un petit village où une rencontre inattendue mais fatidique se produisit. Une mercenaire vive et quelque peu excentrique nommée Rihanna apparut soudainement et prit Frey pour une noble dame nommée Hélène qu'elle recherchait. L'enthousiasme excessif de Rihanna provoqua une certaine confusion, surtout lorsqu'elle commença à supposer que Roy était celui qui avait trompé Frey et complimenta même son apparence séduisante. Cependant, le malentendu fut rapidement éclairci et Rihanna se présenta comme une mercenaire engagée pour retrouver les personnes disparues du village. Elle proposa ensuite de guider le groupe de Cassile tout en leur donnant un avertissement important: ils ne devaient pas révéler qu'ils venaient d'Orvillia. À leur arrivée dans le village, ils furent témoins de l'hostilité profonde que les villageois, en particulier les elfes noirs, ressentaient envers Orvillia. Ils qualifiaient le royaume de tyran et de meurtrier, laissant Frey et les autres mal à l'aise. Rihanna expliqua que, depuis un mois, de nombreux villageois, quelle que soit leur race ou leur âge, avaient mystérieusement disparu, ce qui intensifiait la tension croissante au sein du village. Bien que Roy pensât qu'il ne devrait pas s'impliquer pour ne pas retarder leur voyage, la gentillesse de Frey et l'entêtement de Cléo l'emportèrent et le groupe décida de rester et d'aider. Pourtant, la tragédie frappa à nouveau lorsque Ladon, un jeune elfe noir proche de Rihanna, disparut également. Ne pouvant plus rester les bras croisés, le groupe, avec Rihanna et les villageois, se sépara pour chercher dans la forêt voisine. Pendant la recherche, Cassiel et Rihanna tombèrent accidentellement dans un profond trou dans l'obscurité. Sous terre, ils eurent une conversation émotive. Lorsque Rihanna apprit que Cassel était l'héritier de l'épée sacrée, elle fut complètement stupéfaite. En entendant Cassel confesser sa peur de perdre le contrôle de son pouvoir, elle lui offrit un conseil sincère mais unique. Elle partagea son propre passé, révélant qu'elle avait autrefois été la fille d'une famille noble, soumise à des attentes et à un mariage politique arrangé pour son avenir. Mais elle réalisa que l'avenir offrait de nombreux chemins et elle choisit de vivre librement. Elle conseilla à Cassel de vivre pour lui-même, de ne pas laisser le poids de la responsabilité écraser son cœur jusqu'à ce qu'il se dessèche. Elle suggéra même en plaisantant qu'il devrait renoncer à l'épée sacrée, épouser Frey et mener une vie ordinaire. Les mots de Reyna, directs mais légers, touchèrent quelque chose de profond en Cassel. Cependant, alors qu'ils parlaient, ils trouvèrent le cheu de Ladon. Et lorsqu'ils s'enfoncèrent plus profondément dans la grotte, ils découvrirent une scène horrifiante. Tous les villageois disparus, y compris Ladon, étaient emprisonnés dans d'énormes cocons de soie d'araignée. Un monstre araignée démoniaque apparut, et il avait également capturé Cléo. Une bataille féroce éclata. Le démon était immensément fort et sauvage. Pendant le combat, alors que Cassel était attaqué, sa peur de perdre le contrôle de son pouvoir refit surface, le paralysant d'hésitation. Il craignait que sa force ne nuise à ses compagnons.
Mais à ce moment de vie ou de mort, lorsqu'il vit Cléo sur le point d'être dévorée et Rhaina en danger, Cassel surmonta sa peur. Il réalisa qu'il ne pouvait plus fuir, il devait se battre. Avec une détermination renouvelée, il libéra toute sa force pour détruire le démon et sauva tout le monde. Après la bataille, les villageois disparus furent en sécurité retournés à leur famille. Au milieu d'une joie écrasante, Rhaina remercia Cassel et admit que sa façon de vivre avait sa propre valeur. Alors qu'il se préparait à partir, elle ne put résister à taquiner Cassel une dernière fois, laissant derrière elle un souvenir léger et inoubliable de leur voyage. Bien que bref, cette rencontre enseigna à Cassel de nombreuses choses. Qu'il existe plus d'une manière de vivre et que faire face à ses peurs est le premier pas vers la force. Après la sanglante bataille des plaines de Gallois, les chevaliers d'Orvelia trouvèrent heureusement refuge dans le village d'Élise, un bref moment de paix au milieu de la tempête. La princesse Scarlett et Demia furent accueillis par le maire du village qui exprima sa gratitude pour leur avoir offert un abri et avoir permis de soigner Rhaït. Le maire répondit qu'ils étaient heureux d'aider, en partie parce qu'un jeune chevalier d'Orvelia, nommé Cassel, avait autrefois sauvé leur village. Cette révélation surprit Scarlett. Elle réalisa qu'il était ce même ami dont Klaus avait parlé, et elle était heureuse de savoir qu'il y avait d'autres alliés luttant contre les démons. Pendant ce temps, dans la capitale, la nouvelle de l'anéantissement du groupe Black Edge se répandit comme une traînée de poudre, semant la panique et la peur parmi la population. Les gens commencèrent à douter de la force du royaume, et une atmosphère sombre et oppressante enveloppa la ville. De retour au village, malgré les soins prodigués, avec beaucoup d'efforts, Rhaït demeurait dans un profond coma, ce qui inquiétait profondément Scarlett et les autres chevaliers. Il savait que lui seul détenait des informations cruciales sur le type de démon qu'ils avaient affronté. Bien que Scarlett ait hâte de retourner à Orvelia pour se préparer à la guerre, elle décida de rester jusqu'à ce que Rhaït se réveille, car elle ne pouvait plus permettre à quiconque de mourir en vain. Pendant ses jours dans le village, Scarlett trouva une petite mesure de paix. En jouant avec les enfants, elle eut une conversation avec Johan qui parlait des difficultés qu'ils avaient endurées et de l'incroyable résilience des enfants. Ces mots renforcèrent la détermination de Scarlett, réaffirmant son engagement à protéger tout le monde. Enfin, après de nombreux jours, Rhaït reprit conscience. Mais ce qui l'attendait n'était pas un soulagement, mais une vérité brutale. Scarlett devait lui dire qu'il était le seul survivant. Tous ses camarades, ses amis, ses frères avaient péri. Le choc écrasant l'a complètement brisé. Dans l'angoisse et le désespoir, il est sorti en courant, exigeant de savoir pourquoi lui seul avait survécu. Scarlett l'a trouvé alors qu'il se noyait dans sa douleur et elle a essayé de le réconforter. Mais la douleur et la haine de Rhaït ont éclaté violemment. Il a révélé toute la vérité, que Black Edge était un groupe formé par des personnes dont les familles avaient été massacrées par Orvelia, et que leur but en venant ici n'était pas de coopérer, mais de se venger, de renverser le royaume qui leur avait causé tant de souffrances. Cette révélation a stupéfié Scarlett. Elle a réalisé à quel point elle avait été aveugle. Elle pensait comprendre ses chevaliers et son peuple, mais en vérité, elle ne savait rien de la douleur qu'ils portaient. La honte et la culpabilité l'ont consumée. Elle avait l'impression d'avoir échoué en tant que commandante. Cependant, au lieu de se noyer dans le chagrin, Scarlett a trouvé du réconfort auprès d'Élise, la petite fille qui lui avait apporté un gâteau en forme de fleur. À travers ce geste simple, Scarlett a compris que la bonté et la résilience existaient encore, même dans les moments les plus sombres. Pendant ce temps, dans une forêt désolée, Rhaït s'était enfui dans le désespoir, cherchant la mort. Mais il a été sauvé par une femme mystérieuse, Maria, la démone, qui était apparue plusieurs fois devant le groupe de Casil. Elle a soigné les blessures de Rhaït, puis a révélé une vérité choquante. Le pendentif qu'il portait appartenait à Iliao, une femme accusée de blasphème contre la déesse Luia il y a 100 ans. Maria a affirmé avoir été une amie proche d'Ilia et a expliqué que l'histoire avait été déformée. Ilia n'avait pas créé la fausse épée sainte pour s'opposer à la déesse, mais pour sauver son jeune frère, le roi Kyle. Maria a ensuite montré à Rhaït un nouveau chemin, une manière d'accomplir sa vengeance en se rendant à la Tour de la Sagesse, où le laboratoire de recherche d'Ilia et la fausse épée sainte demeuraient encore. Alimenté par un nouveau sens du but et de la vengeance, Rhaït a décidé de suivre le chemin que Maria avait tracé devant lui. Pendant ce temps, le groupe de Casil, désormais rempli d'excitation, se dirigeait vers les sommets enneigés de la montagne Windland, où ils espéraient rencontrer Pavel, le héros légendaire qui détenait la clé finale pour déverrouiller l'épée sainte. Cléo était particulièrement ravie de rencontrer un si grand sorcier, et tout le monde attendait avec impatience le moment où l'épée sainte serait pleinement éveillée. Cependant, en traversant une zone isolée lors de leur voyage, un mort-vivant est soudainement apparu. Bien qu'il ait été rapidement vaincu, sa présence a poussé Roy à se comporter de manière inhabituelle. Cette nuit-là, lorsque c'était le tour de Roy de faire la garde, Casil s'est approché de lui pour discuter. Et pour la première fois, Roy a décidé de partager son passé. Il avait autrefois été un orphelin, errant dans les rues, jusqu'à ce qu'un jour il soit sauvé par un homme nommé Zaid, le chef d'un groupe de mercenaires appelé Flugel.
Mais contrairement aux mercenaires ordinaires qui se battaient uniquement pour de l'argent, Flugel était différent. Ils aidaient ceux qui en avaient besoin sans attendre de récompense. Zaid a pris Roy sous son aile et l'a traité comme un membre de sa famille, et Roy en est venu progressivement à considérer Flugel comme son véritable foyer. Il admirait profondément les idéaux de Zaid, la croyance que les rêves et l'espoir étaient les ailes qui pouvaient porter quelqu'un vers l'avenir, symbolisées par les ailes brodées sur leurs manches. Zaid enseigna même la lecture et l'écriture aux enfants défavorisés, croyant que la connaissance pouvait changer leur vie. Cependant, leurs jours paisibles ont pris fin lorsque Flugel a accepté une mission dangereuse d'Orvelia pour enquêter sur les plaines de Gallois, un endroit d'où personne n'était revenu vivant depuis 100 ans, mais poussé par son idéal de construire un passage sûr à travers cette terre mortelle, Zaid a accepté. Mais la tragédie a frappé. Ils ont rencontré des démons, et un par un, les membres de Flugel, y compris Zaid lui-même, ont été transformés en morts-vivants. Roy était le seul à avoir réussi à survivre, sauvé par un mage qui l'a amené à la Tour de la Sagesse. Là, il a rencontré Dominix, et sous sa direction, Roy a commencé à étudier les morts-vivants, espérant trouver un moyen de sauver ses amis. Mais la cruelle vérité l'a laissé découragé. Les morts-vivants ne pouvaient pas être sauvés. C'est Dominix lui-même qui avait demandé à Roy d'accompagner Cassil, à condition que Roy l'aide dans son voyage. Lorsque Roy eut terminé de raconter son histoire, lui et Cassil réalisèrent que les morts-vivants qu'ils avaient rencontrés plus tôt étaient Pavian, l'un des membres de Flugel. Roy savait que ses autres camarades, y compris le capitaine Zaid, pouvaient également errer à proximité. Le lendemain, Cassil parla à Cléo et Frey du passé de Roy, et Cléo suggéra qu'il devrait rester et aider Roy à mettre fin aux souffrances de ses camarades tombés. En utilisant la magie pour créer un bruit fort, ils attirèrent avec succès le mort-vivant de Zaid. Une bataille féroce éclata, et cette fois, c'était au tour de Roy de faire face à la douleur insupportable de combattre l'homme qu'il respectait le plus, son mentor et sauveur. Cependant, les souvenirs des idéaux de Zaid, la croyance en l'avancement malgré les difficultés, donnèrent à Roy la force dont il avait besoin. À la fin, il libéra l'âme de Zaid de ses propres mains. Une fois que tout fut terminé, Roy exprima sa gratitude à ses amis. Une fois qu'ils eurent enterré les défunts, le groupe poursuivit son voyage. Après de nombreux jours de voyage, ils s'approchèrent du majestueux mais impitoyable Winland Snow Mountain, le foyer de Pavel, le sorcier reclus qui détenait la clé finale pour déverrouiller l'épée sacrée. Le temps pressait, alors que le soleil nocturne était sur le point d'éclipser la lune, signalant le retour du Seigneur des Ténèbres. Cependant, alors qu'ils commençaient leur ascension, ils réalisaient rapidement que cette épreuve ne serait pas facile. Une violente tempête de neige frappa sans avertir, rendant presque impossible l'avancée. Bien qu'épuisé, Cléo essayait encore de plaisanter pour remonter le moral de tout le monde, tandis que Frey utilisait secrètement sa magie pour protéger le groupe de la tempête déchaînée afin qu'ils puissent continuer à avancer. Lorsque la tempête se calma enfin, ils découvrirent une petite cabane en bois et décidèrent de s'y reposer. Mais à ce moment-là, Frey s'effondra d'épuisement. Cléo réalisa immédiatement que Frey avait trop utilisé sa magie au point d'être épuisé. Elle expliqua à Cassil et Roy que c'était uniquement grâce au sacrifice de Frey qu'ils avaient survécu à la tempête de sang. Cela remplit Cassil d'un profond sentiment de culpabilité. Il réalisa que, bien qu'il ait été obsédé par l'idée de devenir plus fort, il avait négligé le soin et le bien-être de ses compagnons. Il avait égoïstement supposé que, tant qu'il allait bien, tout le monde le serait aussi. Une erreur qui avait poussé Frey à se dépasser. Pendant ce temps, dans le village d'Hélice, la princesse Scarlett et ses chevaliers se préparaient à rentrer. Elle avait décidé de se rendre à la Tour de la Sagesse pour demander de l'aide à Dominix. En apprenant ses intentions, Reit résolut également d'y aller pour chercher la fausse épée sainte d'Ilia. Ainsi, deux personnes aux objectifs complètement différents, mais partageant la même destination, commencèrent leur voyage respectif. De retour à la cabane de montagne, alors que Cassil était perdu dans le regret, il eut une conversation tranquille avec Frey. Il lui parla des cauchemars récurrents qu'il avait, des rêves dans lesquels une voix mystérieuse appelait son nom. Il croyait que c'était un message de l'épée sainte, mais il ne pouvait pas en comprendre la signification. Frey le réconforta, lui rappelant leurs souvenirs d'enfance, et d'une manière douce et chaleureuse, l'aida à se libérer de ses inquiétudes. Le lendemain matin, rempli de culpabilité et d'inquiétude pour Frey, Cassil laissa une note et décida de continuer seul, ne voulant pas mettre ses amis en danger davantage. Cependant, Roy découvrit rapidement son absence et l'arrêta. Il dit à Cassil, de manière franche, que ses actions n'étaient pas motivées par la protection, mais par l'arrogance, que si Cassil mourait, ce serait Frey qui souffrirait le plus. Il rappela à Cassil qu'ils n'étaient pas seulement des compagnons, mais de véritables amis, qui avaient partagé trop de choses pour simplement s'abandonner les uns les autres. À ce moment-là, Cléo et Frey arrivèrent, et ensemble, ils confrontèrent Cassil. Frey déclara fermement qu'elle voulait que tous les quatre terminent ce voyage ensemble. Cette unité et cette véritable amitié firent changer d'avis Cassil.
Il réalisa qu'il n'était pas seul. Il ne pouvait pas se battre seul, et il avait besoin de ses amis à ses côtés. Avec une compréhension plus profonde et des liens plus forts, le groupe poursuivit son voyage. Ils découvrirent bientôt une grotte de glace où ils croyaient que Pavel résidait. Cependant, au moment où ils entrèrent, un mur de glace se leva soudainement et sépara Cassel des autres, et une voix mystérieuse résonna dans la caverne. Peut-être l'épreuve suivante qu'ils devaient affronter. Sans explication, Pavel lança une attaque féroce contre Cassel. Bien que Cassel se battît de toutes ses forces, il ne pouvait égaler le pouvoir écrasant de l'un des plus grands héros de l'histoire. Pendant ce temps, de l'autre côté du mur de glace, Frey, Cléo et Roy ne pouvaient rien faire d'autre que de regarder, impuissants. Pourtant, lorsqu'ils réalisèrent que le mur pouvait être brisé, ils unirent leurs forces. Cléo utilisa sa magie du feu pour faire fondre la glace, et Roy suivit avec sa vitesse pour la briser. Juste au moment où Cassel était sur le point d'être vaincu, Cléo perça le mur de glace à temps, et tout le monde se précipita pour l'aider. Soudain, Pavel arrêta son attaque et déclara qu'ils avaient réussi l'épreuve. Le vieux mage expliqua qu'il n'avait jamais eu l'intention de tester la force de Cassel, mais plutôt celle de ses compagnons, car il croyait que le successeur de l'épée sainte ne pouvait libérer son véritable pouvoir qu'avec de forts alliés à ses côtés. Tout comme le roi Kyle l'avait fait autrefois. Leur unité avait prouvé qu'ils étaient dignes. Après la fin de l'épreuve, Pavel commença à raconter l'histoire d'il y a 100 ans. Il révéla qu'il avait été celui qui avait protégé la mère de Cassel, Arlette, pendant qu'elle dormait dans la grotte, tout ce temps. Il se souvint de sa première rencontre avec le roi Kyle, un jeune homme passionné mais profondément résolu qui le cherchait sans cesse pour rejoindre le combat contre les démons. Au départ, Pavel ne voulait rien d'autre qu'une vie paisible loin des conflits terrestres, et refusa. Mais l'idéal du roi Kyle de protéger tout le monde le toucha progressivement, et finalement, Pavel rejoignit sa cause, devenant l'un des plus proches compagnons du jeune roi. Pavel partageait alors les derniers mots du roi Kyle avant sa dernière bataille, disant que s'il lui arrivait quoi que ce soit, Pavel devait veiller sur Arlette et leur enfant à naître. Après que le roi Kyle ait disparu avec le Seigneur des Ténèbres, Pavel et les compagnons restants décidèrent de sceller l'épée sainte Ea à l'intérieur de l'Arbre-Monde pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Pourtant, la tragédie ne s'arrêta pas là. Dominix proposa un plan cruel mais nécessaire pour plonger Arlette et son enfant à naître dans un sommeil magique de 100 ans, dans l'espoir que l'enfant hérite du pouvoir de l'épée sainte et qu'un jour il puisse vaincre le Seigneur des Ténèbres à son retour. Arlette accepta le plan, demandant seulement que lorsqu'elle se réveillerait, elle puisse revoir tous ses amis et qu'il l'aide à guider son enfant. Après avoir entendu toute l'histoire, Cassile comprit enfin les sacrifices de ses parents. Il réalisa que son voyage n'était pas simplement un fardeau, mais une continuation de leur volonté. Pavel admit qu'il s'était longtemps demandé si leur choix avait été le bon, mais en voyant la détermination de Cassile et ses compagnons loyaux, il trouva sa réponse. Puis il avertit que le temps pressait. Cette nuit-là, lorsque le soleil de nuit rencontrerait la lune, le Seigneur des Ténèbres reviendrait. Il devait atteindre rapidement l'Arbre-Monde pour effectuer le dernier déverrouillage avant qu'il ne soit trop tard, car seul le pouvoir de l'épée sainte pouvait vaincre Angmund. Ainsi, sous la direction de Pavel, ils se mirent en route immédiatement. Le groupe commença son voyage vers l'Arbre-Monde, un lieu sacré protégé par le pouvoir de la déesse Lua et l'un des piliers qui soutenait le monde lui-même. Il luttait contre le temps, s'accrochant à la foi, espérant pouvoir empêcher la catastrophe à venir. Pourtant, au fond du cœur de Frey, la prophétie sinistre de Kala selon laquelle Cassile disparaîtrait résonnait, plantant en elle une inquiétude inébranlable qu'elle ne pouvait exprimer. Cette nuit fatidique, lorsque le soleil de nuit s'aligna avec la lune, le ciel devint rouge cramoisi sur les plaines désolées de Gallois. Maldouk commença son rituel. Une immense déchirure spatiale s'ouvrit et d'elle émergea une silhouette familière, le roi Kyle, le héros légendaire qui avait disparu il y a 100 ans. Cependant, la joie et l'étonnement se transformèrent rapidement dans une terreur absolue lorsque Maldouk baissa la tête pour accueillir le roi Kyle en tant que seigneur des ténèbres Angmund. Il semblait que pendant son siècle d'emprisonnement dans une autre dimension, le roi Kyle avait été corrompu par un pouvoir obscur. Maintenant, il était revenu non pas en tant que sauveur, mais en tant que destructeur. Pendant ce temps, ailleurs, la princesse Scarlett et Wright avaient enfin atteint la tour du sage. Ils furent accueillis par Dominix, le grand sage, qui confirma sa sinistre prémonition que le Seigneur des Ténèbres était effectivement revenu. Scarlett supplia avec ferveur Dominix de lui dire comment vaincre Angmund. En même temps, Wright, tenant le pendentif d'Ilia dans sa main, exigea de connaître la vérité. Dominix conduisit Wright à l'ancienne chambre de recherche d'Ilia où il trouva son journal. À travers ces pages, une vérité enfouie depuis un siècle fut enfin révélée. Ilia n'avait jamais eu l'intention de créer une fausse épée sacrée pour défier la déesse Lua. Son véritable objectif avait été de confectionner une armure magique pour protéger son jeune frère Kyle du pouvoir obscur d'Angmund.
Elle avait prévu le retour du Seigneur des Ténèbres à travers une figure mystérieuse et s'était consacrée à ses recherches, travaillant sans relâche jour et nuit. Le journal révélait également qu'après la disparition du roi Kyle, la lutte pour le pouvoir qui s'ensuivit conduisit à la fausse accusation et à la condamnation d'Ilia. Des conspirateurs politiques avaient exploité l'incident pour éradiquer sa famille, déclenchant une purge brutale contre les elfes noirs. La vérité brisa complètement Raït. Il réalisa que sa haine avait été mal placée, que la femme qu'il avait méprisée toute sa vie, Ilia, était en réalité son ancêtre, une femme tragique qui avait sacrifié tout pour ses proches. Submergé par la douleur et le regret, il s'effondra dans le désespoir. Pourtant, lorsqu'il vit l'armure qu'Ilia avait laissée derrière elle, identique au pendentif qu'il portait, son cœur vacilla. Ailleurs, Dominix révéla à Scarlett toute la vérité sur Cassel, qu'il était le fils du roi Kyle et le seul héritier de l'épée sacrée, et qu'il se dirigeait maintenant vers l'Arbre-Monde pour effectuer le dernier déverrouillage. Après avoir tout entendu, Scarlett invita Raït à se joindre à elle pour retrouver Casil. Elle croyait que, bien qu'il y ait eu des malentendus entre eux dans le passé, ils partageaient désormais un objectif commun, protéger le monde, et elle avait besoin de sa force. Quant à Raït, bien qu'il soit encore tourmenté par la culpabilité, entendre le nom de Cassel ravivait des souvenirs de leur brève rencontre. Une décision fut prise. Il irait avec Scarlett non pas pour Orvelia, mais pour trouver son propre chemin. Pendant ce temps, avec l'aide de Pavel, le groupe fut transporté à un endroit plus proche de leur destination. Ils poursuivirent leur voyage avec une urgence plus grande que jamais. Pavel avertit Cassil que le pouvoir de l'épée sainte attirait l'attention de Daimon et qu'ils ne devaient pas l'utiliser jusqu'à ce qu'ils atteignent l'Arbre-Monde. Cependant, l'intuition de Frey lui murmurait quelque chose de troublant et elle ne pouvait pas se défaire de l'image de la disparition de Cassil dans le rêve prophétique de Kola. Peu après, le groupe de Cassil arriva dans la forêt d'Eldora. Dès que Pavel les téléporta au bord de la forêt, le groupe se sépara pour chercher de la nourriture et de l'eau, tandis que Cléo restait en arrière pour parler avec Pavel. En même temps, Cléo, Cassil et Frey étaient assis près du ruisseau, se confiant les uns aux autres. Cassil admit que même s'il n'avait jamais rencontré son père, il pouvait progressivement sentir un lien se former entre eux. Il commençait à comprendre les fardeaux et les peurs que le roi Kyle avait autrefois portés, et cela ne faisait que renforcer son admiration et son respect pour son père, solidifiant sa détermination. Cependant, juste au moment où il revenait, une horde de démons attaqua soudainement. Un affrontement féroce et inattendu éclata. Bien que Pavel ait averti Cassil de ne pas utiliser le pouvoir de l'épée sainte pour éviter d'être détecté, dans le chaos, Cassil libéra instinctivement une partie de sa force pour protéger Frey. Une erreur fatale qui attira immédiatement l'attention de Maldot, qui les observait secrètement depuis le début. Maldoc apparut alors avec un roi démon à ses côtés. Après un bref échange de mots, les deux camps s'engagèrent dans la bataille. Cette fois, après leur long voyage, les 4 jeunes guerriers n'étaient plus faibles. Ils se battaient en parfaite coordination, poussant Malduc dans un coin. Même lui avait du mal à suivre. Mais ensuite, le roi démon a lancé une frappe dévastatrice et dans un dernier acte de sacrifice pour protéger les autres, Pavel a pris la pleine force du coup. Une énorme explosion a éclaté, envoyant les 5 d'entre eux plonger dans un profond abîme. Heureusement, Maria a rapidement utilisé son pouvoir pour protéger tout le monde et assurer leur sécurité avant de disparaître. À ce moment précis, Lévi Lorraine est apparue. Elle avait senti le danger et était arrivée juste à temps pour aider. En utilisant sa magie, elle a créé une route d'évasion et a téléporté tout le monde en sécurité au plus profond de la forêt d'Alidora. Là, ils ont retrouvé Sélène, qui avait combattu aux côtés des esprits de la forêt pour repousser les démons apparaissant à travers le pays, afin de sauver le mourant Pavel. Lorraine n'a pas hésité à utiliser la goutte de lumière, l'énergie vitale la plus précieuse de toute la forêt, tout en priant pour un miracle. Alors qu'ils attendaient dans la confusion et la peur, Maria est réapparue, répétant son avertissement cryptique selon lequel l'épée sainte était la malédiction de Lua. Cette fois, Lorraine a confirmé l'identité de Maria. Elle avait autrefois été une sainte, l'une des plus chères compagnes du roi Kyle, mais était depuis tombée et devenue un démon. Lorraine a supplié Maria de revenir en arrière, d'abandonner son chemin sombre. Mais Maria n'a fait peu sourire amèrement. Elle a dit que la vérité était cruelle au-delà de l'imagination, que le roi Kyle ne pouvait pas être sauvé et que s'ils étaient vraiment prêts à affronter un désespoir total, à ressentir la même haine envers la déesse Lua qu'elle avait autrefois, alors elle leur dirait tout. La vérité. Enfouie pendant 100 ans dans le silence de la forêt, avec seulement le son des gouttes de pluie tombant, Maria a commencé à raconter son histoire tragique. Une histoire d'amour, de sacrifice et de trahison, par la déesse même à laquelle elle avait consacré sa vie. Ses souvenirs revenaient aux jours lumineux de sa jeunesse, quand elle et le roi Kyle étaient amis d'enfance. Elle a parlé d'un jeune prince passionné qui sortait souvent du palais pour apprendre à connaître la vie de son peuple, croyant qu'un vrai roi devait comprendre à la fois leurs souffrances et leurs joies.
C'est dans une petite boulangerie de la ville que le roi Kyle a eu sa rencontre fatidique avec la mère d'Arlette Cassel, une fille brave, intelligente et au cœur bienveillant. Leur amour a fleuri naturellement et purement. Pourtant, ce bonheur fut de courte durée. Leur relation a fait face à une forte opposition de la part du roi et des nobles, qui croyaient qu'Arlette entraverait le mariage politique arrangé prévu pour l'héritier. Finalement, Arlette fut contrainte de disparaître de la vie du roi Kyle, le laissant avec une blessure non cicatrisée dans le cœur. Peu après, la tragédie frappa à nouveau lorsque des démons commencèrent à envahir et ravager le monde. Ayant accédé au trône, le roi Kyle portait la lourde responsabilité de protéger le royaume. Lors d'une tournée d'inspection, il retrouva de manière inattendue Arlette dans un camp de réfugiés et sa joie déborda lorsqu'il apprit qu'elle attendait son enfant, un fils qu'il nommerait Casil. L'enfant naître devant la source de la force et de la détermination inébranlable du roi Kyle pour protéger le monde. Et comme pour répondre à sa prière, la déesse de la lumière, Lua, apparut devant lui et lui conféra l'épée sacrée Ea, ainsi qu'une prophétie annonçant le retour du Seigneur des Ténèbres. Pourtant, l'histoire de Maria ne s'arrêta pas là. Elle raconta la bataille finale sur les plaines de Galawa, une bataille très différente de ce que l'histoire avait enregistré. Elle parla du moment où le roi Kyle, tenant l'épée sacrée dans sa main, s'avança seul dans la barrière sombre pour affronter Angmund, et du sacrifice héroïque d'Ilia, sa sœur, qui avait essayé de lui apporter l'armure enchantée qu'elle avait fabriquée pour le protéger, mais qui ne l'atteignit jamais. Puis vint le moment le plus horrifiant. Maria avait été témoin de ses propres yeux, l'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie. Le roi Kyle échoua à détruire Angmund. Au lieu de cela, il fut consumé par le pouvoir obscur lui-même. Son âme et son corps pris au piège, le transformant en le nouveau vaisseau du Seigneur des Ténèbres. Juste après cela, l'épée sacrée Ea perdit sa lumière, et le roi Kyle fut englouti dans une déchirure spatiale, disparaissant à jamais, laissant Maria dans un choc et un désespoir total. Elle tomba à genoux et pria désespérément, suppliant la déesse Lua, la divinité à laquelle elle avait consacré toute sa vie, de lui rendre le roi Kyle. Mais ses supplications ne reçurent que le silence terrifiant en réponse. Aucune réponse, aucun espoir, aucune miséricorde divine. Et c'est à ce moment de désespoir total, lorsqu'elle se sentit trahie par sa propre foi, que la déesse des ténèbres, Li, apparut et lui offrit un nouveau chemin, un nouvel espoir, bien que celui-ci exigeât le prix de son âme. L'histoire de Maria se termina avec la pluie tombant doucement à travers la forêt, laissant derrière elle un lourd silence et un profond sentiment de terreur dans le cœur de chacun. Il devait maintenant faire face à la cruelle vérité que Casil devait affronter et combattre son propre père. Pourtant, au milieu du désespoir, c'était Casil qui se leva. Bien que son cœur se brisât, il déclara qu'il ne renoncerait pas, il reprendrait l'épée sainte et sauverait son père du contrôle d'Angmund. Cette résolution inébranlable, soutenue par ses compagnons, raviva une faible lueur d'espoir. À ce moment précis, une bonne nouvelle arriva. Pavel avait repris conscience. Bien qu'il fût encore gravement affaibli, il utilisa ses dernières forces pour effectuer le rituel afin de compléter le dernier déverrouillage de l'épée sainte Ea. Maintenant que l'épée sainte était entièrement restaurée, et avec Sélène rejoignant leur rang, le groupe se mit en route à nouveau, vers l'Arbre-Monde. Non seulement pour affronter le Seigneur des Ténèbres, mais aussi pour sauver l'âme du roi Kyle. Pendant ce temps, la princesse Scarlett s'assit pour écrire une lettre à son ministre loyal, le chancelier Bao. Dans celle-ci, elle réfléchit à la chaîne d'événements tragiques qui s'était déroulée. De l'anéantissement impitoyable des mercenaires de la Black Edge sur les plaines de Galois, à l'angoisse insupportable de Wright découvrant que sa vie et celle de ses camarades avaient été bâties sur une haine mal placée, que Ilia, la femme qu'ils avaient méprisée si longtemps, était en vérité leur ancêtre, une femme pitoyable qui avait sacrifié tout pour ses proches. Cette révélation cruelle, associée à la confession amère de Wright sur l'oppression et la souffrance que les elfes noirs avaient endurée aux mains d'Orvelia, força Scarlett à confronter son propre royaume. Elle réalisa qu'elle avait été aveugle à l'injustice et à la douleur qui rongeait la nation même qu'elle avait juré de protéger. La honte et le remords l'envahirent, la contraignant à opérer un changement. La lettre de Scarlett révélait sa décision cruciale. Pour mettre de côté ses rancunes personnelles et rejoindre Wright dans son voyage vers la Tour des Sages pour demander l'aide de Dominix. C'est là qu'elle a pris une nouvelle encore plus choquante. L'épée sainte Ea existait toujours, scellée dans l'Arbre-Monde. Et surtout, son unique héritier était Casil, un chevalier en formation autrefois mentionné par Clause, celui qui portait le sang royal du roi Kyle. Ainsi, avec un espoir renouvelé et un nouveau but, Scarlett décida de se rendre à l'Arbre-Monde pour aider Casil, croyant que c'était le seul chemin capable de vaincre le Seigneur des Ténèbres et d'apporter une véritable paix à Orvelia. Pendant ce temps, ailleurs, après une longue nuit, alors que le groupe de Casil se reposait en préparation de leur dernier voyage vers l'Arbre-Monde, Cléo, Frey et Sélène partagèrent une conversation tranquille. Elles se remémorèrent leurs aventures passées, renforçant leurs liens et leur confiance mutuelle. Frey et Cléo racontèrent les épreuves qu'elles avaient affrontées, de la navigation dans la forêt labyrinthe à la bataille contre les morts-vivants au mont Ogria et leur rencontre avec Rainet. Bien que ces récits soient remplis de difficultés, ils soulignaient combien Cassel avait grandi.
Selene admit que Cassile était devenu bien plus fiable que lors de leur première rencontre et exprima sa conviction que le pouvoir de l'amitié et le soutien indéfectible de ses compagnons avaient forgé en lui un cœur plus fort, un cœur digne d'hériter de l'épée sainte. Pourtant, au milieu des histoires joyeuses, un sentiment d'inquiétude persistait dans le cœur de Frey. La vision hantante de la disparition de Cassile de Cala, le rêve du prophète, continuait de la tourmenter. Bien que Selene essaya de la rassurer en disant que l'hésitation au combat était le seul véritable danger, Frey ne pouvait pas se défaire de son anxiété. Elle jura silencieusement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger Cassile, quel qu'en soit le coût. En même temps, Klaus et Demia, ayant reçu les derniers rapports, se mirent rapidement en route également. Ils comprenaient que ce n'était plus une bataille pour quelques-uns, c'était une bataille pour toute l'humanité. En chemin, Klaus expliqua à Demia ses raisons de garder la lignée de Cassel sacrète, qu'il avait voulu respecter le souhait de Cassile de découvrir la vérité par lui-même et de choisir son propre chemin. Demia, à son tour, partagea sa propre conviction de devenir le bouclier de la princesse et de la protéger jusqu'à son dernier souffle. Bien que brèves, leurs conversations approfondirent leur résolution mutuelle et leur unité. Pendant ce temps, au camp, alors que le groupe de Cassile se reposait avant leur dernier voyage vers l'Arbre-Monde, Cassile et Frey partagèrent une conversation sincère. Selene l'a appris Bargoli, tandis que Frey confia ses propres inquiétudes concernant la vision hantante de Cala et le rêve du prophète. Pendant cet intime échange, Frey a confronté Cassile à propos de sa nonchalance vis-à-vis des sujets Senouvri et Terra, la personne qui pourrait devenir l'oreille. Pour lui, Cassile devrait être plus conscient de l'importance de son rôle et se comporter en conséquence. Cassile reconnut son propre négligence et admit qu'il n'avait pas compris toute l'importance de ce qu'il devait faire jusqu'à ce qu'il était entraîné par Klaus et devenu plus proche de Frey et de tout le monde. Elle jouerait une place essentielle dans son cœur, et il en avait pleinement conscience. Il promit de faire tout ce qu'il pouvait pour se rendre digne de son soutien. Un peu déçu, découragé de voir que le changement d'attitude se faisait en tant que leader plutôt qu'en tant que porteur du sang royal, Frey continua d'insister sur ce Noflulatel. À Cassile, lui Atkat ait tout à fait raison, mais il voulait tout préférer être le protecteur d'Orvelia que de revendiquer le trône Catavrae. Bien que Frey porta toujours le lourd fardeau de la prophétie de Carla, entendre Cassel réaffirmer que c'était la force de l'amitié qui l'avait aidé à grandir et à acquérir un cœur plus fort raviva sa confiance. Elle se promit silencieusement une fois de plus qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour protéger Cassel et changer le cruel destin annoncé par la prophétie. En même temps, à l'arbre du monde sacré et majestueux, Rakid et Scarlet étaient arrivés. D'abord, brûlant de rage envers Maldouk, Rakid n'hésita pas à dégainer l'épée sacrée Ea de son sceau, croyant que son pouvoir pouvait l'aider à obtenir sa vengeance. Mais au moment où il tira l'épée, une vague d'énergie sombre jaillit de nulle part, et à cet instant, Maldouk apparut. Se moquant de la folie de Raït, il révéla que tout cela n'était qu'un piège, déclarant que l'épée sacrée n'était pas une arme que n'importe qui pouvait manier. La bataille éclata immédiatement. Bien que Scarlet se précipita pour l'aider, tous deux furent rapidement submergés par la sorcellerie noire de Maldouk. Pourtant, alimenté par le feu de la vengeance et renforcé par l'épée nouvellement déganée, Rakit engagea Maldouk dans un duel féroce et équilibré. Il ne se battait pas pour la gloire, mais pour venger ses camarades tombés. Enfin, avec une frappe décisive et grâce au soutien opportun de la princesse, Rakit déchaîna une attaque puissante, alimentée par toute sa fureur, décapitant Maldouk et mettant fin à la vie du sorcier maléfique. Cependant, leur victoire fut de courte durée, car le véritable ennemi se révéla bientôt. Le seigneur noir Angmund apparut pour récupérer l'épée sacrée. Il vainquit sans effort Rakit et Scarlet, et juste au moment où il s'apprêtait à porter le coup fatal, le salut arrivait à nouveau. Klaus et Demia apparurent juste à temps pour intercepter l'attaque d'Angmund. Peu après, le groupe de Cassile arriva également. Une confrontation fatidique, une bataille qui ne pouvait plus être évitée entre père et fils, était sur le point de commencer à l'Arbre du Monde Sacré, l'endroit qui déciderait du destin de l'ensemble du monde. La bataille commença avec Cassile faisant face au roi Kyle, qui était désormais complètement consumé par le pouvoir obscur. Incapable de reconnaître son propre fils maniant l'épée sacrée Ea, il attaqua sans pitié. Cassile se battait en criant le nom de son père, lui rappelant désespérément des souvenirs de sa mère. Mais tout ce qu'il recevait en retour était un vide et des coups de plus en plus violents. Dans ce moment désespéré, tout le monde s'est précipité sans hésitation pour combattre ensemble, coordonnant leurs attaques pour créer une ouverture afin de saisir l'épée sainte. Ils croyaient que si Cassile pouvait la récupérer, il pourrait peut-être inverser la tendance. Cependant, lorsque Cassile réussit enfin à reprendre l'épée sainte, le roi Kyle ne faiblit pas. Au contraire, il devint encore plus fort. Il semblait que l'épée sainte avait réprimé une partie du pouvoir obscur d'Angmon, et une fois retiré, ce pouvoir fut complètement libéré. Angmon, désormais totalement libéré et débordant d'une énergie sombre terrifiante, surpassa tout le monde sans effort. Il invoqua une tempête de ténèbres qui abattit chacun d'eux. Klaus fut projeté loin, Demia et Scarlet ne purent résister à ses attaques, et Raït fut rapidement submergé. Même Cléo et Selene ne purent rien faire face à une telle force écrasante. Lorsque tous tombèrent, seul Cassile resta, toujours debout et luttant désespérément contre son père. Des explosions éclataient chaque fois que leurs coups s'entrechoquaient. À ce moment-là, Maria apparut pour aider, et alors que le Seigneur des Ténèbres était retenu, Cassile enfonça son épée droit dans son corps. Mais au lieu d'être détruit,
Le même phénomène qui avait autrefois submergé le roi Kyle se produisit à nouveau. Les ténèbres commencèrent à consumer le corps de Cassel. Frey essaya de le sauver, mais fut mis hors de combat par la force. Faisant face au même destin que son père, sur le point d'être dévoré par les ténèbres, Cassile atteignit le bord du désespoir. Pourtant, à ce moment précis, les voix de ses compagnons, Klaus, Cléo, Roy et Selene, résonnèrent dans son esprit, lui rappelant qu'il n'était pas seul, qu'il serait toujours avec lui. Cette croyance que l'amitié raviva la force intérieure de Cassel. Il réalisa qu'il ne se battait pas par haine, mais pour protéger ce qu'il aimait, pour protéger un avenir meilleur. À ce moment-là, le dernier héritage d'Ilia s'activa, enveloppant Cassel d'une armure radieuse de lumière. Rassemblant toute la puissance de l'épée sacrée, toute la foi de ses amis et tout l'amour qu'il avait pour son père, Cassel libéra une dernière attaque. La lumière de l'épée sacrée et l'obscurité d'Angmund entrèrent en collision, créant une explosion cataclysmique qui perça les couches de ténèbres et atteignit l'âme du roi Kyle. Dans cet instant fugace, le roi Kyle retrouva sa conscience. Il reconnut son fils et sourit. Avec un dernier acte de sacrifice noble, il utilisa le reste de sa force pour sceller Angmund, choisissant de périr aux côtés de son ennemi pour protéger le monde et l'avenir de son fils. Dans ces derniers instants, le roi Kyle expliqua qu'il avait volontairement renoncé au pouvoir de l'épée sacrée, pour le tenir hors des mains d'Angmund, et que la déesse Lua, répondant à son souhait, avait choisi Cassel comme prochain successeur. Ce n'était pas une trahison, c'était un sacrifice. Avec un dernier mot d'amour pour son fils et des excuses sincères à Maria, le roi Kyle s'évanouit dans le néant, laissant derrière lui une tristesse infinie, mais aussi une lueur d'espoir pour un nouvel avenir. Après la bataille, le monde retrouva lentement la paix. Les démons s'affaiblirent et une nouvelle ère commença. Scarlet retourna à Orvelia, apportant non seulement des nouvelles de victoire, mais aussi la vérité sur Ilia. Grâce à cela, la relation entre les humains et les elfes noirs commença à guérir. Ayant trouvé la paix en lui-même, Raït décida de voyager à travers le pays, réparant les blessures du passé. Quant à Cassel, après avoir été fait chevalier, il entreprit un nouveau voyage avec Frey, Cléo et Roy. Pas un voyage de bataille, mais un voyage de découverte, pour protéger les sourires des autres. Et vivre une vie digne du sacrifice de son père. Et avec cela, l'anime toucha sa fin. Au revoir.